Et je... etc. Bon, je m'appelle Walter Spitzer, comme le peintre, et je suis né le 14 juin 1927, siècle passé, à Cieszyn, qui est une ville frontière avec la Tchécoslovaquie, en Basse-Silésie. Ça, c'est pour la naissance et la date. À part ça, je suis allé à l'école communale jusqu'à l'âge de 12 ans. Les Allemands étaient venus rentrer dans ma ville, c'était interdit d'aller à l'école. Et donc, je n'ai pas de formation. Mais j'ai une formation qui est parallèle, c'est-à-dire travailler à l'usine, comme tous les gens, tous les jeunes qui étaient là-bas dans les ghettos. Mais est-ce que ça va faire partie de l'objet enfin, de ce qu'on dira tout à l'heure ou c'est un préambule nécessaire? Je continue comme ça ou pas? Oui. Parlez-nous de votre enfance. Alors l'enfance, bon, l'enfance ça remonte assez loin puisque j'ai une très bonne mémoire. J'ai d'ailleurs pour ça j'ai écrit un livre qui va aussi loin que va ma mémoire. Et je me suis aperçu que ma mémoire va très loin. Je fais une sorte de psychanalyse personnelle sauvage. C'est pas étonnant parce que Freud c'était de la famille de mon père, que mon père appelait d'ailleurs les Michiganais de Vienne, parce qu'il parlait de sexe, et puis dans nos milieux, on ne parlait pas de sexe, ça ne se faisait pas. Alors, je donc fais cette analyse moi-même, comme ça, tout seul, et pour dire que enfin, mes souvenirs les plus lointains remontent à l'âge de 3 ou 4 ans, où j'étais dans ma ville natale avec mes parents, dans une famille très aisée, très agréable. Ça baignait quoi. C'était formidable. Puis je dessinais depuis tout petit, d'après ce que ma mère m'a dit, parce que je ne me rappelle pas avoir dessiné à l'âge de 4 ans. Mais enfin, elle m'a dit que j'étais commencé à 4 ans, mais je m'appelle parfaitement mon père qui me faisait des cahiers. Alors il faisait des cahiers avec du papier d'emballage blanc, et puis la couverture c'était du papier d'emballage Kraft marron. Il faisait deux trous là-dedans, il plie en deux trous, puis une ficelle, plie en deux, et puis c'est un cahier. Et je dessinais là-dessus énormément. Enfin, voilà. Je disais, mais il y a des beaux cahiers en Tchécoslovaquie parce que ma ville était une ville frontière avec la Tchécoslovaquie. Nous, on habitait du côté polonais. Et puis du côté tchèque, on trouvait tout ça un tout petit peu en comparaison pour faire comprendre aux gens, et à ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent en ce moment, c'est un petit peu comme le rideau de fer. Les démocraties dites populaires et les démocraties occidentales. C'est-à-dire côté polonais, on ne trouvait rien, et côté tchèque, c'était l'Occident. Alors mon père me répétait pour les beaux cahiers, tout ça, il dit, il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que des mauvais ouvriers. Et ça, j'ai retenu cette leçon-là, elle est vraiment valable. Et donc je dessinais tout le temps. Quand j'étais petit, je faisais du piano avec ma mère, on jouait du Mozart, enfin c'était... ça me barbait, mais enfin ça faisait plaisir à la famille que le fils joue du piano, et puis mon frère Harry, qui était mon seul frère à moi, il jouait du violon, mais mal. Ça m'esquintait les oreilles parce que c'était pas son truc, quoi. Quelle était l'origine de votre famille? Ben, l'origine, c'est austro-hongrois. Je suis dans la maison, on parlait l'allemand. Mes parents parlaient allemand, mon père était austro-hongrois, c'est-à-dire actuellement la région où il est né appartient un tout petit peu à l'Hongrie, un petit peu à la Slovaquie. Pas Tchécoslovaquie, Slovaquie. Et ma mère était de Moravie. Elle avait 30 ans de moins que mon père. C'est une histoire très longue à raconter. Je raconte ça dans mon livre parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Ce sont des détails de famille, quoi. Et donc je suis donc élevé dans cette famille. Mon père était fabricant de liqueurs. Mais moi, quand je l'ai connu, moi, il n'était plus fabricant. Il a arrêté de produire parce que le régime qu'on appelle ici fasciste polonais, qui était probablement vrai, des Pilsudski, n'était pas favorable pour mon père, qui était austro-hongrois des cultures allemandes, etc. Et avant, il était donc un très grand fournisseur de... Pardon, je me mélange les pédales. Il était fournisseur de la cour d'Autriche. C'était un titre très important. En allemand, ça s'appelle Königlicher und Kaiserlicher Hoflieferant. Ça veut dire fournisseur de la cour d'Autriche, de la cour et du roi. Et c'était un privilège énorme, quoi. D'ailleurs, pour preuve, pour l'exposition de 1901 à Paris, mon père avait la médaille d'or de la ville de Paris. Alors qu'il vient d'un petit... C'est par rapport à la France, c'est Brive-la-Gaillarde, quoi, le coin d'où on vient. Ben, malgré ça, il avait donc cette exposition de Paris, cette médaille-là. Moi aussi, d'ailleurs, je l'ai. Mais mon père l'avait en 1901. C'est incroyable, ça. Vous veniez donc d'un milieu très favorisé. Pardon? Vous veniez donc d'un milieu très favorisé. Oui. On habitait dans notre maison. Mon père a fait construire la maison sur la place de l'Hôtel des Villes. Il a détruit une vieille baraque qu'il a achetée au siècle passé encore. Et puis il a construit une maison à la place, très orgueilleuse, très belle, avec des sculptures, par un architecte viennois. C'était un truc, la belle maison de la ville, quoi. Et même avant la guerre, est-ce que vous ressentiez l'antisémitisme autour de vous ou pas? Pas vraiment beaucoup.
Pas vraiment beaucoup, parce que les gens sont assez hypocrites. Quand vous avez de l'oseille, quand vous avez du pouvoir, les gens s'écrasent. Alors la bonne était sympathique, mais on l'aimait bien aussi. C'était faisait partie de la famille. Le cocher était sympa parce que c'était l'ancien, c'est lui enfin, qui conduisait à la gare. C'était l'ancien cocher de mon père. Mais mon père n'avait plus de chevaux. Il s'était réquisitionné pendant la guerre des 14-18, ce qui fait que, comme il n'aimait pas la bagnole parce que ça sentait l'essence, on se déplaçait toujours avec un fiacre. Bon, alors le cocher qui David, c'était son ancien cocher. Il nous respectait. Mais ça s'est révélé une fois que les Allemands sont rentrés en ville. C'est là où les gens se sont révélés ce qu'ils étaient vraiment. D'accord. Dès Mais lors... à l'école, il y avait de l'antisémitisme. Mais enfin, moi, j'étais bagarreur. J'avais toujours un lance-pierre quand je sortais de l'école avec de la nacelle, une bille en terre cuite. Puis je loupais pas le mec. Hein, c'était plutôt dangereux. À partir de quel moment ça a basculé alors, l'invasion allemande? Oh, c'était en un jour. Dès que les Allemands sont rentrés en ville avec les chars, avec les camions, les motocyclettes, les sidecars, ils sont sortis dans la rue, ceux qui étaient pro-nazis, qui étaient pro-hitlériens, et puis ils commençaient à nous narguer, à regarder vers nos fenêtres, parce que notre balcon donnait sur la place de l'Hôtel des Villes, tout se passait devant là. Et c'est là qu'on a senti que c'était pas des vrais amis tout ça. Vous vous souvenez de la date de l'entrée des Allemands? Ah bah oui, 1er septembre. 1er septembre, d'accord. 1er septembre. 39. 39, hein. Je ne m'appelle pas généralement des dates, mais il y a des dates clés comme ça, je me souviens. Et qu'est-ce qui s'est passé après alors? Il s'est passé que mon père était tombé malade, mon frère était parti se cacher quelque part en Slovaquie avec un sac à dos sur le dos. C'était un trafic que les Allemands organisaient pour des jeunes qui voulaient foutre le camp, parce qu'on raflait les jeunes soi-disant pour le travail. Mais on raflait déjà les jeunes pour les camps. Mais tout de suite, là, le 3e jour, ils ont brûlé la synagogue chez moi. Tous les Polonais sont allés voir les spectacles. La synagogue riche des Juifs qui brûle, c'est extraordinaire. Alors moi, c'est là qu'on a senti que ça se bascule. Et puis, mon frère donc, est parti avec son sac à dos. Quand j'écris ça dans mon livre, je me suis arrêté parce que je ne pouvais pas continuer. Et maintenant, c'est pareil, je ne pourrais pas continuer. Donc mon frère à moi est parti. Et je ne l'ai plus revu, évidemment. Et puis mon père est tombé très malade. Le cœur au hôpital, il n'avait pas le droit à l'hôpital parce que le médecin allemand dit « Je ne peux pas vous recommander à l'hôpital parce que vous êtes jüdisch, vous êtes juif ». Enfin bon, ma mère connaissait le maire de la ville de Paris, Ma mère connaissait le maire et ça s'est arrangé. On a donc admis mon père parce que c'était mon père. C'était qu'un notable de la ville quand même. Hein. Et on l'a gardé là-bas quelques jours. Puis ma mère a voulu qu'on lui rende son mari parce qu'on dit qu'il n'y en a que pour 3-4 jours encore. Et ma mère voulait que mon père meure dans son lit. Et donc il est mort dans son lit en ma présence. Avant de mourir, il a pris sa montre à la Gousset au nord avec sa chaîne. Il n'y avait pas de réveil chez nous. Mon père mettait toujours à côté sur sa table de nuit sa montre en or ouverte comme ça, avec le couvercle ouvert. Il a replié le couvercle, puis il l'a mis dans les mains. Il m'a serré les mains sur la montre à Gousset, et puis il s'est endormi. Comme ça. Est-ce que votre père avait des inquiétudes? De pas Est-ce qu'il avait des inquiétudes? Est-ce qu'il vous avait fait part d'inquiétudes? Écoutez, voilà, je n'ai pas dit ça au départ, mais du premier mariage de mon père, il y a eu 2 fils et une fille. Donc j'avais deux demi-frères et une demi-sœur. La demi-sœur habitait dans la ville chez nous, de l'autre côté, du côté tchèque. Un des demi-frères habitait en Tunisie, il n'est plus jamais venu à la maison après la guerre de 14-18, je ne l'ai jamais rencontré. Et un autre vivait à Vienne, et il est parti en Italie, il est mort pendant un bombardement, mais avant de partir de Vienne, avant l'Anschluss de Hitler de Vienne, il écrivait à mon père régulièrement des lettres, vendait tout, partait. Et il y avait, à l'époque, c'était la mode de partir en Palestine. On partait en Palestine. Alors mon père, il n'était pas sioniste du tout, je dis, qu'est-ce que c'est que c'est... Il a dû penser, ce petit con-là, qu'est-ce qu'il me donne comme conseil? C'est ce qu'il a dû penser, mais enfin, il ne l'a pas dit comme ça. Mais enfin, son fils va lui donner des conseils qui n'a pas réussi dans la vie comme mon père. Ça ne cadrait pas, quoi. Mon père a participé à la construction, avec son argent, de l'état municipal, le théâtre municipal de la ville. Alors comment pouvait-il se sentir menacé? C'était un bourgeois dans sa maison, sur la place de l'Hôtel des Villes. C'est un truc qui le dépassait. Donc, il n'était pas question de vendre, et encore moins question de partir avec un baluchon sur le dos, lui qui n'a jamais rien porté, ma mère non plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme des gens que je connais ici à Paris. Moi, je connais comme ça des gens ici qui vivent bien, comme moi,
Leurs gosses partent au sport d'hiver, ils ont un studio à Deauville, un truc à la montagne, un truc sur la côte d'Azur, un compte ailleurs, je ne sais pas. Enfin, ils ont tout ce qu'il faut, mais Hitler vendait tout et partait. Ils se sentent français. Ils ont même des hommes politiques juifs qui disent on est tous français, on est tous beaux, on est tous magnifiques. Ça ne les éclaire pas. Les gosses de ces gens-là que je connais personnellement, des gosses, ça baigne, ils font des très bonnes études, ils gagnent bien leur vie, ils gagneront beaucoup d'argent, ils se sentent français. Eh bien, c'est pas garanti. On n'était pas programmés, nous non plus. Moi, je n'étais pas programmé pour vivre ce que j'ai vécu. J'étais programmé pour faire des études avec l'oseille des papas. Il y en avait. Et après la mort de votre père, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé tout seul avec ma mère dans l'appartement. Et ça, mon père est mort en février 40. Je ne me rappelle pas des jours, mais février, je crois que c'est le 6, je ne suis pas sûr. Février. Et puis en juin, là-dessus, ma ville était annexée au Troisième Reich. Ça veut dire que c'était plus une partie du protectorat polonais, mais intégrée au Reich, terminé. Donc le Reich, Judenrein, ça veut dire pas des juifs dans le Reich. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a donc recensé tous les juifs qui restaient, et puis on les a donc envoyés un peu plus loin. Nous, on les a envoyés dans une petite bourgade, Jean Stettel, comme on dit ici. Hein. Il y avait la majorité des populations étaient juives. Et on nous a envoyés dans ces Stettel comme ça, à 70 km à peu près au nord, près de Katowice, de Sosnowiec, de Benzin, enfin un peu plus haut comme ça. On se rapprochait d'Auschwitz, faut dire. Hein. Et c'est là qu'on vivait d'abord, on vivait comme ça en marge, et puis après ils ont créé un ghetto de tout ça. Et là on est parti avec presque rien là-bas, et on a vécu avec un peu de bijoux que ma mère a su sortir. Les fourrures, on les a cachés chez des voisins, c'est des Polonais qui étaient des gens formidables, des catholiques, très fervents, mais qui étaient des amis de la famille. Parce qu'il y avait des Polonais qui étaient formidables aussi. Il y en avait? Ben oui. D'ailleurs, au Yad Vashem, il y a toute une forêt d'arbres polonais, c'est pas par hasard. D'accord. Et dans ce ghetto, qu'est-ce que vous faisiez? Pardon? Dans ce ghetto? Dans ce ghetto, il fallait, pour ne pas se faire rafler pour un transport, il fallait avoir une carte, je ne me rappelle plus quelle couleur. C'était une carte qu'on était utile au Troisième Reich. Alors d'abord, j'ai travaillé chez un photographe. Les photographes polonais. Là-dessus arrivent les pouilleux de Roumanie, les Volksdeutsche, c'est-à-dire que c'était des Allemands d'origine qui ont quitté la Roumanie et ils sont allés maintenant dans les Vaterland, dans leur patrie. Alors, comme cette région est devenue allemande, c'était la patrie. Alors, il y a un photographe pouilleux qui arrive là-bas de Roumanie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a viré les Polacs qui m'employaient, qui m'exploitaient d'ailleurs aussi. Et puis il m'a gardé parce que je connaissais le fonctionnement du studio, du labo. Enfin, j'étais plutôt doué pour la photo, les agrandissements, les retouches, tout ça. Et puis je portais l'eau à l'œil depuis le puits pour lancer les photos. Et il m'exploitait comme ça. Et puis un jour, c'était un vrai salaud. C'était vraiment les pouilles horribles. Et un jour, il était donc mobilisé. Et j'espère bien qu'il était mobilisé dans les SS sur les Ostfront. Le front de l'Est, parce que là-bas, ils ont bavé. Et ça, j'ai toujours souhaité d'être là-bas. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 1 an à peu près. Et après, j'ai travaillé dans une boîte où on faisait des baignoires en zinc. J'étais soudeur dans une tôlerie comme ça. Et puis cette tôlerie aussi a été liquidée parce que le patron était juif. Et alors, un autre patron qui est venu. Puis après, dans une usine qui s'appelait Skopek. Et c'est dans cette usine-là où j'étais pris pour être déporté. Dans une rafle l'équipe de nuit, parce qu'on faisait les 3-8. D'accord. Vous aviez quel âge? Quand j'étais raflé pour être déporté, j'avais 16 ans. Chez moi, tout se passe sur le mois de juin. Tous les grands événements. Donc, en juin... 43. En juin 43, Ouais. vous êtes déporté. Jusqu'à-là, on vivait dans le ghetto, puisqu'elle nous a assemblés dans un ghetto. Je travaillais dans cette usine. Alors, c'était d'abord très dur au départ. Et puis, enfin, je me suis débrouillé pour montrer que je sais dessiner. On m'a mis dans un bureau. Et après, ça allait beaucoup mieux. Mais après, j'ai travaillé aussi, à un moment donné, comme soudeur à l'arc. Je deviens un très bon soudeur à l'arc. Il faut avoir la main très légère, il faut être très souple, etc. Les filles réussissaient très bien aussi là-dedans. Et on nous a donc on a liquidé les ghettos. Tout le monde sait ce que c'est, qu'il y avait la solution finale qui était orchestrée, qui était programmée. Et puis, quand on a donc décidé de liquider les ghettos, il fallait donc liquider aussi ceux qui étaient à l'usine. Alors, c'est tout un chapitre le moment où, comment ils rentrent dans l'usine, comment on s'est débrouillé, comment on a essayé d'échapper. Enfin, il faut lire les livres
C'est pas faire de la pub pour moi, essayer d'échapper, mais enfin, il faut lire les livres. C'est pas faire de la pub pour mon livre que je dis ça, mais parce que je développe ça d'une manière un peu plus complexe, plus compliquée, je veux dire, et plus, enfin, plus documentée pour de la mémoire. Et, on nous a donc pris là, comme ça, dans cette usine, à 6 heures du matin. On nous a conduits dans le ghetto. Il y avait déjà une partie des gens qui étaient assemblés. Ça tirait dans tous les sens. Ils ont tué des gens, des traînards, etc. Enfin, c'était la brutalité. D'un coup, on ne savait pas que ça existait. Parce qu'on nous donnait des coups pour aller travailler à l'usine. Quand même, il y avait 3 kilomètres à peu près à faire à pied. Hiver comme été, pour aller du ghetto à cette usine qui était en dehors de la ville. Mais bon, ben ils nous criaient après, il y avait les miliciens juifs, la police du ghetto juif, qui étaient des brutes, qui étaient recrutés parmi l'élite de la société juive, qui avaient des casquettes, ils avaient le pouvoir. C'est comme si vous preniez des skinheads ici maintenant, parce que nous avons des futurs SS en France. Les Lumpenproletariat, c'est Marx qui a défini ça, c'est les sous-prolétariats, c'est là qu'ils ont recruté. Et les sous-prolétariats juifs, c'était les policiers du ghetto, qui étaient aussi des gens corruptibles, je dis corruptibles, et brutaux, et méchants, et tout ce qu'on pourrait imaginer. Ils vendaient leur père, leur mère. Et quand vous avez été raflé, est-ce que vous... On a donc été raflés par eux, par des Volksdeutsche, par des Polonais qui avaient mis le brassard allemand, avec la croix gammée, qui étaient de collabos, et les Allemands et des SS. Wehrmacht, les SS, tout ça s'était mélangé. Il ne faut pas toujours tout mettre sur le dos des SS, c'est pas que je défends des SS, hein, c'est plutôt pour ne pas trop défendre les Wehrmacht. D'accord. Et vous saviez ce qui vous attendait ou pas? Non. Comment voulez-vous qu'on sache? Dans le ghetto, on a eu des échos, il y a des choses qui se passaient qui étaient bizarres, mais on ne voulait pas croire. Les gens n'ont pas envie de croire l'indicible, c'est contraire à la nature. Regardez, on nous a pris dans ce ghetto-là, et puis toute l'équipe qui travaillait comme soudeur à l'arc, enfin dans cette petite métallurgie-là, on nous a mis dans un train, dans un wagon normal, avec des vitres. Je pouvais regarder des gens de Polonais qui allaient au travail, peinards avec les charrettes, les foins, tout ça. Ils ne savaient pas que les gens qui étaient dans le train allaient dans un camp d'extermination, peut-être. Personne ne voulait savoir. Il n'y a qu'à voir les films de Glanzmann. Là, les Polacks savaient déjà ce qui se passait, parce qu'ils savaient que les gens ne revenaient pas. Mais c'était dans une indifférence totale. Et on nous a donc amenés dans un camp à Blechhammer, qui est un camp de... vous avez dû avoir des témoignages des anciens de Blechhammer, de mes copains. Ça va se recouper, c'est pour ça que je ne vais pas mettre des masses là-dessus, parce que moi j'ai des choses personnelles que j'ai vécues là-bas que eux n'ont pas vécues, donc j'en parlerai évidemment. Alors, on est arrivé dans ce camp de Blechhammer, mais on ne savait pas ce que c'est qu'un camp de concentration. On nous a parlé. C'était de l'abstraction, comme aujourd'hui on vous parle de trucs qui se passent ailleurs, c'est une abstraction, et encore ici on a l'avantage de voir la télé. Mais nous on n'avait pas de télé pour savoir comment ça peut être éventuellement. Et l'imagination le refusait. Donc vous débarquez dans un univers, c'est incroyable. D'un coup, il y a des coups de cravache, des coups de pied dans le ventre, les gens par terre qui ne se relèvent plus, et puis on commence par vous raser la tête. Moi, enfin, il faut dire que j'éclatais de rire quand j'ai vu la tranche des gens que je connaissais qui se prenaient vachement au sérieux. Puis une fois que la boule à zéro, ils ont perdu les vêtements, ils ont perdu les cheveux, ça devenait des gens tout à fait différents. Ça fait rire parce que c'est marrant, quoi, à voir. Et moi, je suis toujours resté un peu espiègle. Je voulais, si vous voulez, à travers toute cette période-là, même plus tard, j'ai toujours été un peu un touriste. Je ne suis pas un autochtone. Vous pensez que cette attitude vous a sauvé? Pardon? Cette distance vous a sauvé? C'est cette distance qui vous a sauvé? Cette espièglerie vous a sauvé? Sûrement. Sûrement, l'espièglerie m'a sauvé parce que en fait, je ne prends jamais rien très au sérieux et je ne vais pas m'impliquer plus qu'il faut. Je me rappelle au début, quand je me suis promené dans le camp, j'ai vu les gens se promener comme ça avec des bandeaux de papier sur la tête, des jambes. C'était ça les bandages, c'était comme du papier hygiénique, quoi, un genre de papier comme ça enveloppé. Épouvantable à voir, refusant. Nous, les copains qui étaient arrivés avec moi, les premiers soirs, ils ne voulaient pas manger leur soupe.
On n'était pourtant pas gâtés dans le ghetto. Ma mère avait déjà la soupe populaire à la fin. On n'avait plus de bijoux à vendre, plus de pièces d'or, il n'y avait plus rien. Parce qu'on a vécu pendant très longtemps avec une boîte comme ça, des boîtes d'été coloniales, comme ça on appelait ça une boîte coloniale, comme on trouve ici, en fer. Il y avait plein de pièces d'or là-dedans. Alors on vivait avec ça, une pièce d'or. À la fin, les Polacques nous vendaient pour une pièce d'or, si vous voulez, ce qu'on appelle un Napoléon ici, une miche de pain. C'est incroyable ça. Et alors on a vécu avec ça, mais à la fin on n'avait plus rien à vendre. On a donc vendu le matelas en laine. On dormait sur un sommier avec ma mère. Parce que tête bêche évidemment, parce que chez les Juifs, il n'est pas normal qu'un fils dorme à côté de sa mère. Alors, on dormait tête bêche comme ça dans le lit. Et on nous a déportés, on nous a pris tout ça, on n'avait plus rien. Et arrivé dans ce camp-là, d'un coup on s'aperçoit qu'il n'y a plus rien non plus. Alors comment voulez-vous que je prenne ça au sérieux? J'étais habitué de ne pas avoir. Mais la soupe, c'était un truc sérieux. Parce que quand on arrivait là, on avait cette soupe qu'on nous donnait, parce que ma réflexion vient à propos de la soupe. Alors tous les gens, ils repoussaient l'assiette. C'était vraiment dégueulasse, cette soupe-là. Moi, j'étais déjà habitué, mais la soupe du ghetto, la soupe populaire du ghetto, c'était du Maxime à côté. Et je voyais ces gens à la fenêtre qui étaient là déjà depuis un certain temps, de déportés. Ils avaient des têtes je ne sais pas moi, des fantômes. C'était pas des gens, ils n'avaient pas une allure normale. Et je ne comprenais pas pourquoi ils parlaient yiddish comme nous, pourquoi ils sont comme ça et nous comme ça. J'étais gosse quand même, j'avais 16 ans, comment je ne pouvais pas intégrer tout ça. Et je voyais que tout le monde leur donnait la soupe parce qu'ils savaient que les nouveaux arrivés, ils donnent la soupe. C'est tellement dégueulasse, par pitié, par compassion, je ne sais pas, ou par dégoût. Enfin, tout ça mélangé faisait que les anciens ils pouvaient récupérer une soupe. Et moi, je n'ai pas donné ma soupe. Je me suis dit, vous voyez, j'étais quand même assez vigilant par rapport à moi. Je me suis dit, ça ne changera pas le problème. Demain, le même problème se reposera à nouveau. Alors demain, j'aurai l'estomac moins rempli avec la soupe du gâteau. Donc il faudra bien que je mange cette soupe-là. Donc je me suis dit, tu mets les pieds dans l'étrier, tu es dedans, maintenant on joue les jeux et tu te préserves comme tu peux. Et j'ai mangé cette soupe dégueulasse. Mais après, je me couchais sur la couchette et j'ai pleuré. Et est-ce que votre mère a été raflée avec vous? Alors ma mère n'a pas été raflée avec moi. Moi j'étais pris à l'usine. Et quand les gens défilaient dans la rue la principale pour l'assemblée, pour l'assemblée quoi. Pour réunir tous ces gens-là ensemble, pour les sélectionner pour les camps, et puis pour probablement les chambres à gaz ou quoi. Cette sélection, c'est une espèce de rue principale du ghetto, qui était une petite banlieue de cette petite ville. C'est une toute petite ville comme ça. Et je dois ajouter quand même qu'il y a une histoire d'amour qui traverse toute cette période-là, et mon livre d'ailleurs aussi. C'est Paula, qui était mon amoureuse du ghetto. Alors c'était la plus belle fille du ghetto, était un peu plus jeune que moi, et j'ai vu Paula avec sa mère et sa sœur marcher comme ça vers l'assemblage, vers la réunion des gens, et je leur faisais des signes, puis bon, elles n'ont pas répondu, m'ont pas vu, elles regardaient droit devant elles, comme ça. Et ma mère, je la cherchais des yeux, pas de mère, j'ai pas vu. Mais j'ai entendu beaucoup de coups de feu là-bas, il y avait des maisons qui brûlaient. Liquidation du ghetto, ça se faisait pas comme ici, on ramassait des juifs de rue des Rosiers, puis on les mettait dans des cars, et puis on les amenait au Veldiv. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Là-bas, on tuait. Les parents de mon copain Moniek, qui était mon meilleur copain dans le ghetto, étaient tués à bout portant. Des Polonais, collabos, et des Allemands les ont mis à genoux devant mon copain Moniek. Ils l'ont tué dans la tête. Ils ont tué les parents comme ça, à bout portant. Et Moniek est venu tremblant, évidemment, à l'Assemblée. Là, on était réunis là pour être envoyés là-bas. Il tremblait comme ça, il pleurait. Et bien, on s'est tous levés et on a tous récité un Kaddish. Mais pas fort. Pour Moniek. Lequel Moniek a survécu. Je fais une parenthèse là, parce que c'est important, parce qu'après, on ne parlera plus de Moniek. Mais Moniek a survécu. Il a fait partie des gosses qui étaient ramassés à Buchenwald. Il était donc soigné avec d'autres que vous avez dû interroger ici, ou d'autres que vous ont interrogé, qui faisaient partie de ces 400 gosses qui étaient rapatriés de Buchenwald et soignés à Écouen, en Normandie quelque part. Mon ami Elie Wiesel faisait partie aussi de cette bande-là. Eh bien, Moniek faisait partie de cette bande-là. Il est parti en Palestine, parce que c'était la Palestine à l'époque, nom qu'on aurait dû garder d'ailleurs pour ces pays-là.
Il est parti en Palestine se battre, et sa tête a été mise à prix par les Anglais. Il ne tuait pas des enfants et des femmes. C'est le groupe Stern, et après il était dans la Haganah. Et sa tête était mise à prix par les Anglais. Il y avait une affichette qui m'a montré au musée de la guerre d'indépendance à Caux, à Saint-Jean-d'Acre. Et Moniac, donc il est mort maintenant, il est décédé, le pauvre, il a fini la guerre de 6 jours, la guerre des Sinaï. Il m'a montré une couverture d'un journal, le Match Magazine. À l'époque, la France sympathisait beaucoup avec le futur État d'Israël. Elle a beaucoup aidé la France à l'époque. Je dis bien à l'époque. Hein. Et pendant cette guerre-là, de 56, il faisait partie il avait été commandant d'une brigade de chars. Il m'a dit, Valtino, je termine, hein. Il m'a dit, Valtino, dans notre char, on entendait des ordres se donner du côté égyptien en allemand. Parce que les Égyptiens embauchaient des SS et des Allemands pour conduire leurs chars, ils n'étaient pas foutus de les conduire eux-mêmes. Il dit, tu sais, 3 jours, avec ma brigade, on a suivi ces gens-là dans le Sinaï, il n'y en a plus un qui parle allemand. Chapitre Moniac est terminé. Et parlez-nous de votre vie au camp de Blechhammer, alors. Au camp de Blechhammer, c'était... voilà, il faut quand même savoir une chose, hein, que Blechhammer, c'était pas un camp d'extermination. C'était un camp de travail. On travaillait sur un chantier qui faisait 40 km, je crois, de diamètre. C'était une tour de Babel immense. Il produisait à partir du charbon des Silésies tout ce qu'on peut imaginer, jusqu'à la saccharine, et il faut du miel artificiel, paraît-il. Je sais pas te voir. L'essence, tout ça. Et alors, là, tout le monde travaillait sur des chantiers. Évidemment, c'était très dur. C'était pas un camp d'extermination, mais c'était quand même un camp de concentration. On travaillait sur ces chantiers, on faisait 4 km aller, 4 km retour, dans des conditions difficiles. Brutalité, travail très dur, et la bouffe épouvantable, évidemment, il n'y avait rien à manger. Et moi, je me suis débrouillé grâce au dessin. C'est grâce au dessin que je me suis débrouillé, que je me suis fait un petit peu connaître, et je faisais du commerce avec les prisonniers, parce que sur ces chantiers, il y avait toutes les nationalités. C'était je sais pas moi comment on peut appeler ça, une espèce de tour des Babel, où il y avait tout le monde. Il y avait des prisonniers de guerre français, des prisonniers de guerre anglais, des droits communs, des STO français, c'est-à-dire de réquisitionnés de travail volontaire qui venaient là pour gagner de l'argent quand même, hein, au lieu de faire le maquis. Il y avait des Français comme ça, il y avait des Belges comme ça, civils, des Polonais civils. Alors avec tous ces gens-là, on pouvait faire du commerce. Et moi, ma spécialité, c'était de faire des dessins d'après photo. Alors en une demi-heure, avec une technique que m'a enseigné David Brainin, qui est mort pendant la marche de la mort, qui m'a enseigné une technique, et je faisais des portraits d'après photo. Alors c'était leurs femmes, leurs fiancées, c'était toujours des femmes évidemment. Et contre ça, je les touchais un bout de pain chez les Anglais, c'était génial parce qu'ils me donnaient 5 players. C'est-à-dire, players, c'est une cigarette anglaise. Alors avec 5 players, c'était une fortune. On échangeait ça avec des Polonais contre du l'orge perlé, des flocons d'avoine. J'avais une planque au bout d'un certain temps sur le chantier. Je travaillais pas dehors, mais dans le bureau, je m'occupais du feu pour chauffer les gamelles parce que je travaillais pour l'ingénieur. Je me suis fait savoir que je savais dessiner. L'ingénieur m'a embauché chez lui. Tu restes avec moi, tu dessines pour moi. Je dessinais mieux que lui et plus vite, alors c'était valable. Et vous êtes resté là jusqu'à quand? Alors Blechhammer, c'est une longue histoire, il y a beaucoup à raconter sur Blechhammer. Ah oui. Mais je peux simplement, par rapport au témoignage de mes copains de Blechhammer, vous raconter une chose que vous n'avez peut-être pas racontée, c'est qu'on avait fait un théâtre là-bas. Racontez tout. Racontez tout comme si personne ne nous avait rien raconté. Ah oui, non, mais justement, je vais vous raconter des choses qui sortent un tout petit peu du commun de ce que qu'on peut raconter là-dessus, parce que c'est une chose qui est assez inimaginable. Alors, les déportés juifs français, c'était des gens qui avaient de la culture pour moi, hein, c'était des gens fantastiques, ils ont décidé de faire du théâtre. Et alors, les Allemands, ça leur plaisait bien d'avoir du théâtre. Et vous comprenez, Pigalle, tout ça, bon. Et on a aménagé une baraque, comme ça, en salle de théâtre. Alors, devant, il y avait des chaises pour les SS, pour les Wehrmacht, enfin, tous les dignitaires. Et puis, il y avait des bancs derrière, qui étaient presque toujours vides, parce que les déportés les déportés du rang n'avaient pas la force ni la tête à aller voir un spectacle. Trop fatigués. S'ils avaient un moment de libre, un dimanche ou quoi, ils préféraient roupiller dans leur baraque. Mais quand même, on faisait ces spectacles, ça nous donnait un pain supplémentaire. Et je me rappelle très bien d'un spectacle qui s'est monté, c'était Sous les ponts de Paris.
Il y avait des types qui étaient déguisés en filles, avec des vêtements, à pages, des danses. Et moi, je faisais les décors. Ce n'est pas moi qui ai conceptualisé le décor, parce que j'étais un jeune veau, quoi, je savais rien. Mais c'est Breinin qui a conçu le décor. Et comme je savais mélanger des peintures, peindre, j'ai donc peint ces décors qui étaient les quais de la Seine. Et comme ça, je me rapprochais des Paris doucement, parce que je vous ai pas dit ça tout à l'heure, mais mon père a prévu, avant l'Anschluss, que j'allais faire des études de peinture. J'allais faire l'Académie des Beaux-Arts à Vienne. Et quand Vienne s'est donnée à Hitler, mon père était fâché avec les Autrichiens. Fini. Il n'ira pas à Vienne, il ira à Paris. Parce qu'il pouvait décider où ira son fils, puisqu'il avait les moyens de le faire. Donc, dans ma tête, depuis avant d'être déporté déjà, de ces camps-là, je savais que j'irais à Vienne. Et Paula, ma fiancée du ghetto, elle savait que je serais à Paris. Et elle m'a retrouvé après la guerre par la Croix-Rouge à Paris. Et on ne s'est plus jamais quitté. Il ne s'est jamais rien passé, on ne s'est plus jamais quitté. Et vous êtes resté à Blechhammer jusqu'à quand alors à Blechhammer, on est resté jusqu'à l'évacuation. On appelle ça ici la marche de la mort. Mais nous, on ne savait pas que c'était de la marche de la mort. Pour nous, c'était l'évacuation. Il y avait l'armée rouge qui était tout près déjà. À 8 km de Blechhammer, on voyait le ciel rouge et en feu. Les katyushas, qu'on appelle maintenant ici dans nos milieux katyushotes, pour faire hébreu. Mais les katyushas, il faut savoir ce que c'est que les katyushas. Tout le monde parle des katyushas, des vrais, mais moi je sais ce que c'est. Ce sont des énormes camions avec des rampes. Il y a quelques dizaines de tubes qui sont des canons. Et ils envoient ça en même temps. C'est-à-dire que d'un camion, on voit d'un coup 20 ou 30 obus. Vous imaginez ça? Les Russes ont fait comme ça des rangées de ces camions-là. Ils envoyaient des katyushas comme ça du feu. Alors c'était un spectacle absolument hallucinant, mais pour nous merveilleux. Je ne sais pas les autres comment ils ont reçu ça, mais moi j'appelle ça les orgues de Staline. On appelle ça les orgues de Staline parce que c'était comme ça, des sons ininterrompus. Et pour moi les orgues de Staline c'était de la grande musique. Pour moi, c'était une symphonie extraordinaire. Et c'est comme ça que je perçois parce que je savais qu'au bout de ces obus-là, ils prennent des coups. Et chaque coup qu'ils prenaient, c'était une récompense, c'était un bien-être dans le corps. Et on avait besoin. Et donc, ils ont décidé d'évacuer Blechhammer. Quand ça? À quelle date? C'était en janvier 1945. D'accord, donc et après, on appelait ça la marche de la mort, mais c'est pas un titre usurpé. C'était vraiment la marche de la mort. Donc vous êtes resté à Blechhammer de juin 1943 oui. à janvier 1945. Et est-ce qu'on mourait là-bas? Quoi? Est-ce que les gens mouraient là-bas? Mais évidemment. Bien sûr. Évidemment qu'ils mouraient. Oui. Non seulement qu'ils mouraient, mais on en pendait aussi. Quand le camp de Blechhammer a été pris sous la coupe des SS, c'est comme une chape de plomb qui est tombée sous le camp. D'un coup, on pensait que c'était horrible ce qu'on vivait. Mais alors là, c'était tout à fait différent. On nous a donc déguisés en bagnards. Les gens ne se rendent pas très bien compte que quand on porte des nippes sur soi, privés, civils, on se sent clodo. Mais on voit qu'il y a sur les chantiers des bagnards, des droits communs, qui ont des vêtements rayés, avec une mutse, ce qu'on appelle une mutse là-bas, un petit bonnet rond comme ça, rayé également. Alors quand on voit ces gens-là rayés comme ça, on dit oui, mais eux, ce sont des Verbrecher, ce sont des criminels. Nous, ça ne nous concerne pas. Et bien quand la première fois que je suis sorti sur le chantier, déguisé en Verbrecher, c'est en criminel des criminels professionnels, en vrai criminel, quoi, je ne savais pas où me mettre. Et le Meister, le Meister qui était le chef de là où je travaille dans un atelier souterrain, là, à Blechhammer, je travaillais dans un atelier, j'étais planqué, j'avais un truc formidable. Et le type, le Beuzet qui était là, quand il nous avait arrivé, mon ami Cohen, un déporté de Hollande, il ne croyait pas ses yeux, il avait dit que j'ai honte d'être allemand. C'est un type qui était blessé sur le front de l'Est, qui boitait un tout petit peu, qui était un petit peu peintre amateur. Et c'était d'ailleurs, on vivait très bien à trois comme ça dans notre sous-sol. Et c'était un Allemand, mais il a dit que j'ai honte d'être Allemand. Il savait exactement ce qui se passait dans le camp. Et puis après, il y a eu les bombardements des Américains. Il craignait les sabotages. Il y avait des pendaisons, pour un oui, pour un non. Parfois sans raison. Pour moi, il y avait tous les jours au moins 10 raisons de me pendre. Alors quand je rentrais au camp, je récitais le Shema Israël. Shema Israël veut dire écoute Israël. C'est la traduction que je donne là. Et ça me faisait du bien. Je ne croyais pas qu'un Dieu s'occupera de moi. On ne pouvait pas penser ça. Quand je voyais des gens prier, je me suis dit, mais à quoi ils jouent?
Dieu nous a abandonnés, ou il n'existait pas, ou c'est une blague. Mais ça me faisait du bien. Ça me rassurait quelque part intérieurement. Donc, à quelle époque est-ce que le camp a été sous contrôle SS? Je sais pas, je crois que c'était en 44, à un moment donné. D'accord. Et là, ça a vraiment changé. Ah, ça a changé complètement. Ils nous ont fait tout sortir des baraques, les chalits, tout ça, passer avec une torche pour brûler les punaises qui nous bouffaient avant. Et perquisition générale. Je suis quand même arrivé à cacher mes papiers et mes crayons de couleur, tout ça. Je cachais tout ça un petit peu, parce que j'étais malin pour ces trucs-là, je savais cacher les choses. Et après, bon, ben, c'était très dur. Il y avait un nommé Tom Mix, qu'on appelait Tom Mix, vous savez, c'est les grands bandits des grands bandits des grands chemins d'Hollywood. Il tirait pour un oui, pour un non sur les gens. Il marchait avec son pistolet ou son fouet en cuir. C'est sans arrêt. Puis la bouffe était moins bonne. Il y avait encore moins à manger. Il y avait plus de gens, moins à manger. Les gens mouraient comme des mouches. Il y avait même un petit crématoire qu'ils ont installé dans le camp. Ah oui. D'abord, c'était un crématoire à une personne, et puis après, c'est un crématoire à 2 personnes. Ça, je ne voulais pas marcher devant, à côté, parce que ça sentait mauvais. Il y avait une pile de cadavres qui étaient devant, qui attendaient leur tour, chacun, pour être brûlés. Non, c'était pas du tout. C'était pas un compte d'extermination, c'est-à-dire qu'on rentrait pas là-dedans, on vous gazait pas, on vous brûlait pas, mais c'était un camp où on mourait pour des vrais. D'épuisement, de travail, de malnutrition et des maladies. Et des blessures. Il y a des gens qui se blessaient. Un type qui se blessait sur le chantier, ben, son compte était bon. Le type qui était dans les rivières, c'est ce qu'on appelle les rivières, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est l'hôpital, si on peut dire. Eh bien, régulièrement, les camions bâchés arrivaient d'Auschwitz. On a fini par le savoir à la fin, parce que je fais une parenthèse, quand le camp était pris en main par les SS, il y avait des médecins qui sont arrivés d'Auschwitz, des Juifs. Et eux, ils ont raconté ce qui se passait à Auschwitz. Là, alors, tous ceux qui se faisaient des vagues illusions qui révélaient leur famille, c'était fini pour eux. Alors, ceux-là, ils mouraient plus vite parce qu'ils n'avaient plus rien qui les tenait en vie. Et ce qui fait, donc, on savait très bien ce qui se passait là-bas, et les camions qui arrivaient, qui ramassaient les gens qui n'étaient pas debout, les gens couchés, ils les ramassaient, puis bon, c'était terminé pour eux. Ils les amenaient directement à Auschwitz, ou pour être gazés, ou être brûlés après, ou brûlés tout de suite. Je ne sais pas, je ne suis pas allé voir. Et donc, de ce camp, vous en êtes parti Et de ce camp, on est donc parti. En fin d'après-midi, il commence à faire noir. Et cette marche a duré, d'après les historiens, 13 jours. Moi, je n'ai pas compté les jours. Et il paraît qu'il faisait moins 25, 30, moins 30. Je n'avais pas de thermomètre pour vérifier. Tout ce que je sais, que ce que fra veut dire, et fin veut dire, ça, je sais ce que ça veut dire. Quand on a vécu cette marche-là, tout devient rien. Plus personne ne vous fait peur, rien ne vous fait peur. La faim ne vous fait pas peur, le froid ne vous fait pas peur, ça n'existe pas, quand on a vécu ça. Et ça, vous pouvez bien dire, et ceux qui m'écoutent pourraient bien le savoir, que tous les déportés que vous voyez qui témoignent, ce sont des gens qui sont vraiment formidables, parce qu'avoir survécu à ça, moi maintenant, quand j'y pense, je ne sais pas, je ne comprends toujours pas, je ne comprends pas comment j'ai fait pour survivre à ça. C'est une chose qui me dépasse. Je peux beau tourner dans ma tête, j'étais jeune, très bien. Je me suis un tout petit peu débrouillé, j'étais plus malin que d'autres, mais j'avais des chaussures qui étaient bonnes. J'avais plusieurs raisons qui ont fait, mais quand bien même. On n'avait rien sur le dos. On n'avait que des couvertures mouillées avec des glaçons au bout. Alors comment voulez-vous survivre à ça? Je fais des dessins, je dessinais un cheval. C'est une histoire très, très, très extraordinaire, ça. J'avais mon copain, j'étais avec un copain, on s'est jamais séparés, qui est un juif d'origine d'Anvers, qui s'appelle Julius Feinzang, mais en réalité, nous on l'appelait Coco. Alors j'ai toujours été avec Coco partout, on s'est jamais séparés, et un jour on est rentré dans une étable, en pleine nuit comme ça, et on voulait être au chaud. Puis on était surpris par un Allemand qui est venu avec une lampe tempête à pétrole, les paysans. On était pris de panique, mais enfin, on avait une telle allure qu'on ne faisait pas peur, évidemment. Je dis, ich bin ein Künstler, j'ai dit, moi je suis un artiste. Alors, vite, je m'empresse, je dis, je peux faire les portraits de vous, de votre femme, vous allez voir, c'est très bien. Il hoche la tête comme ça, il dit, le portrait de moi, ma femme, on n'est pas beau, nous. Il avait vraiment raison, il n'était pas beau. Hein. Mais j'ai un très beau cheval, si tu veux dessiner mon cheval. Il m'amène dans une écurie,
où il y avait un boulonnais, quoi, un cheval extraordinaire avec une belle robe, comme ça, l'œil mauvais, quand il s'est dérangé. Il était mauvais, ce cheval. Il n'était pas content d'être là en Allemagne. Hein. Ils ont dû piquer ça dans les Flandres ou dans le Nord, quelque part. Bon. Et il m'a donc tenu la lanterne, il m'était cherché un cahier de collier avec un crayon. Et puis, pendant que je dessinais comme ça, il m'éclairait tout ça. Et j'ai fait son cheval. Mais c'était absolument extraordinaire. J'avais les mains engourdies pour dessiner, mais il a fallu quand même que je les frotte parce qu'il ne fallait pas que je loupe mon dessin. J'ai joué ma vie, là. Eh bien, ce type-là, à la fin, il a dit comme. Il m'a mis dans la cuisine qui était chauffée. Il m'a donné une bouteille comme ça, avec du café au lait ersatz, une capsule en céramique. Et il m'a tartiné deux tranches de pain Jean Poilane avec du saindoux, enveloppé dans du papier journal. Il m'a tendu ça. Mais vous n'avez pas idée. C'est que pendant l'évacuation, enfin, le marche de la mort, tous les déportés qui m'écoutent, ils vous diront ça, hein, ce que ça représentait. C'était une chose absolument inimaginable d'avoir des bouts de pain avec du saindoux et une bouteille tiède avec du café au lait. Alors j'ai amené ça caché en rampant par terre dans la neige, dans la cachette, dans la grange, j'étais couché avec Coco sous la paille et j'ai partagé avec lui, mais c'était un festin inimaginable. J'ai toujours partagé avec lui parce que c'est ma nature. D'autres peut-être manger tout seul en cachette, mais moi je voulais absolument partager avec lui. Quand je suis arrivé sous la paille, la bouteille était à peine tiède. Il n'y a pas de sonde chez moi, hein. Oui, alors donc, vous avez donc partagé avec votre ami. Cet ami a été très important pour vous? Dans un camp, une amitié, une très forte amitié, c'est un gage de sécurité. En même temps, c'est très enrichissant d'abord. Et d'être à deux, c'est différent que d'être tout seul. J'étais très jeune, alors moi tout seul. Il était plus âgé que moi, Coco. Il a 5 ans de plus, je crois, que moi. Et pour moi, c'était très très bon d'avoir un copain plus âgé que moi. Et pour lui, c'était bon aussi parce que j'avais plus de moyens de me débrouiller que lui, grâce au dessin. Alors, il y avait des retombées qui étaient bonnes pour lui aussi, mais il m'aimait bien, quoi, parce qu'on s'entendait bien. On parlait ensemble un yiddish allemand mélangé. Moi, je parlais mal yiddish, lui parlait mal l'allemand. Mais les deux ensemble, il parlait yiddish évidemment. Alors, les deux ensemble, on finissait par communiquer. Eh ben, c'était pour moi, c'était resté quelqu'un de très cher, puis il est toujours vivant, et je dois ajouter qu'il a écrit ses mémoires de déportation aussi. Son titre, c'est Mémoires de déportation, Jules Feinzank, aux éditions de... Merde, ça va me revenir. C'est pas Verdier, c'est une maison d'édition qui fait beaucoup de choses, de témoignages comme ça. Et donc... parlez-nous un peu plus de cette marche de la mort. Il y aurait beaucoup à dire, cette marche de la mort. Vous savez, c'est épouvantable de marcher comme ça. Il nous faisait marcher dans la neige. Je ne sais pas. Il y en a qui disent que c'était pour éviter que les civils nous voient sur les axes. Parce qu'on nous dirigeait vers le centre de l'Allemagne. On quittait l'Est puisque l'armée rouge aux trousses. Quelle armée rouge, dis donc, hein, le feu que ça faisait. Et on nous faisait marcher à travers champs. La neige n'était pas damée, la neige jusqu'aux genoux, avec des godasses en bois. Les gens qui avaient des chaussures avec la glace agglomérée, à peu près 10 cm de glace, avec ça on se casse la gueule, on tombe. Quand on se casse la gueule, qu'on tombe, on ne se relève plus, parce que les SS et les Wehrmacht qui étaient derrière, ils tuaient à bout portant tous ceux qui ne marchaient pas. Tous ceux qui s'assoyaient pour se reposer, ils étaient tués sur le champ. Vers la fin de cette marche de la mort, il y a tous les 10 mètres, il y avait quelqu'un qui était là avec un trou dans la tête, le sang à peine caillé. Ça me faisait penser, quand on arrivait, au bout de 10 minutes, le type qui était tué 10 minutes avant qu'on arrive, il avait déjà un petit linceul blanc par-dessus lui, la neige fine qui tombait comme ça, et ça me faisait penser au linceul dans la tradition juive, vous savez, quand on est mort, on vous enveloppe dans un drap blanc. On a fait ça à mon père aussi dans la maison chez nous. Dans un drap mort, puis on a mis des bougies aux pieds comme ça. Et j'ai vu ces gens couchés comme ça par terre. Ça me faisait penser, il ne manquait pas la tradition juive, ils avaient un linceul blanc. C'était fabriqué par la neige. Et c'est ça, la marche de la mort. Pas de manger, des coups. Parfois, quand il y avait des pommes de terre pourries ou gelées que les cochons n'en voulaient pas, les gens se précipitaient pour ramasser une pomme de terre pourrie ou gelée. On recevait des coups sur la tête. Alors, c'est là où l'amitié, ou d'être à deux, que souvent je me précipitais, que comme retenait, n'y va pas, c'est trop dangereux.
Ce sont des choses comme ça qui font qu'on est plus tard encore, à Gross-Rosen, on s'est sauvé l'un l'autre, comme ça, en se soutenant. Et le mot c'est soutenir a un vrai sens. Hein. Quand on parle ici, c'est soutenir, ça ne veut rien dire ici. Ça veut dire je te donne un coup de fil et on se téléphone. Ça veut dire que c'est ça qu'on se soutient. Mais là-bas, c'est soutenir, c'est tout à fait autre chose. Les mots ont un autre sens, une autre valeur, un autre poids. Est-ce que vous avez croisé des civils pendant cette marche? Je les ai vus, les civils. Alors, parfois, on marchait sur le bord de la route, comme ça. Il y avait des charrettes des Allemands qui étaient évacués comme ça, sur des charrettes avec les édredons. Et je voyais ces paysans-là enveloppés dans des visons, dans des belles fourrures. Moi, je savais ce que c'est qu'une belle fourrure. Je savais distinguer du mouton, du opossum et de tout ça. Et je savais bien d'où venaient ces fourrures. Ça venait d'Auschwitz. Piqués aux Juifs. Ils étaient enveloppés dans ces fourrures-là, mais ils avançaient aussi. Et puis ils nous regardaient avec effroi. Quel était l'effroi? Est-ce qu'ils avaient peur de nous? Il n'y avait pas lieu, hein? Ou est-ce qu'ils avaient peur de ce qu'ils ont fait de nous? Il y a des épisodes comme ça dont je me rappelle évidemment, et les épisodes des granges. La première fois, la première nuit, on nous a précipités dans une grange ouverte, c'est-à-dire il y avait le toit en tôle ondulée et des poteaux en béton, je ne sais pas quoi en faire, et puis il y avait un peu de paille comme ça, ouvert à tous les vents. Les vents des Silésies, en janvier, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, ils disent moins 20, moi je ne sais pas, moi si ça faisait moins 20, mais le matin, il y avait la moitié des gens qui étaient morts gelés. Et la deuxième fois, on a repéré une grange fermée. Alors, qu'est-ce qui se... Les gens se précipitent vers la grange, et puis comme ils sont faibles, ils tombent à l'entrée de la grange. Les autres leur marchent dessus, pour être à l'intérieur, ils s'écroulent, arrivés derrière le tas, et puis nous, avec Coco, on était très sages quand même. Je ne sais pas d'où on a pris cette intelligence, je ne comprends toujours pas. Mais on a dit, on attend. Et puis on enjambait délicatement ces monceaux des gens par terre, déjà couchés, on les enjambait, et on allait dans la fond de la grange qui était vide, avec des ballots de paille. On se couchait peinard sur un ballot de paille, on en défaisait de la paille, on se frottait les chaussures. Enfin, moi, j'avais un système très, très particulier. Pour moi, les pieds, les chaussures, ça avait toujours une très grande importance. J'avais des chaussures anglaises et pas de leurs chaussures en bois. Des chaussures de l'armée anglaise, je me suis procuré grâce au dessin à Blechhammer avant. J'ouvre cette parenthèse parce que les chaussures m'ont sauvé la vie. Coco avait malheureusement des petites chaussures de ville, mais enfin on n'avait pas les sabots en bois, qui la neige s'accumulait, gelée là-dessus, on ne faisait pas marcher. Alors j'enlevais mes chaussures dans cette grange, dans cette paille, et les chiffons qui me tenaient lieu de chaussettes, je les frottais mes pieds avec la paille, les chiffons je mettais sous mon dos pour qu'ils sèchent pendant la nuit. Le matin on n'avait pas froid, on n'était pas gelé. On avait des chaussettes sèches, des chaussures sèches, plus ou moins. Et puis, on arrivait à la rentrée, c'était quoi? Des cadavres entassés avec la bouche ouverte, comme ça, les yeux ouverts, les uns pas sur les autres, tous gelés. Qu'est-ce qu'ils allaient devenir? Je sais pas. Alors, on enjambait ça, on sortait de cette grange pour rejoindre la colonne, parce que on pouvait pas se cacher. Il y avait la Feldgendarmerie qui passait derrière et qui tuait tout ce qu'elle voyait. Parce qu'il y avait des déserteurs quand même. Des Allemands qui voulaient déserter, évidemment. Alors, la Feldgendarmerie, ça s'appelait la gendarmerie militaire. Ils tuaient tout ce qu'ils trouvaient. Alors, voilà une image comme je suis peintre, j'essaie de vous décrire ça. Mais arriver comme ça à la sortie, des chiens raides comme ça, couchés les uns sur les autres. Et puis, personne n'était vivant là-dedans. Ces mêmes personnes-là, s'ils étaient moins fatigués, moins crevés, ils seraient rentrés dans la grange, ils auraient trouvé une place. Alors parfois on appelait les gens, allez viens. Ils s'écroulaient, ou je ne sais pas ce qui s'est passé. On était à moitié morts, à moitié sauvages, à moitié tout ce qu'on peut imaginer, mais hallucinés, c'est-à-dire on n'était plus des êtres humains normaux. Et est-ce que vous avez une idée du nombre de gens qui sont morts pendant cette marche? Moi je ne suis pas historien, beaucoup. Je ne sais pas, on était partis à 6000 du camp de Blechhammer, 6000, nous. Mais il y avait d'autres camps sur les routes qui étaient... Il n'y avait pas que Blechhammer qui était évacué. Il y avait toute cette espèce de planète Auschwitz qui avait des satellites comme ça autour, et qui étaient sur les routes pour être rapatriés, non, sauvés de l'armée rouge. Ils voulaient récupérer un peu de cette main-d'œuvre-là, mais ils étaient complètement débiles, les Allemands. Parce qu'une main-d'œuvre, ça se soigne, ils en prennent un petit peu soin, un minimum. Mais ils n'avaient rien à foutre. Ils étaient malades, comme on tout. Et ces gens-là encombraient ces routes-là. Maintenant, sur les 6000 qu'on était nous, il y a peut-être quelques centaines qui ont survécu. À mon avis, je ne sais pas, moi,
10%, 15% peut-être, mais je ne peux pas donner des chiffres parce que c'est pas mon rayon. Et bien évidemment, vous avez peint vous avez dessiné tout ce que vous avez vu pendant ces marches, cette marche. J'ai dessiné beaucoup des choses, oui, j'ai dessiné beaucoup des choses. Non, mais le dessin, on parlera de ça plus tard peut-être, oui, hein, parce que là, je dessine dans les camps, mais les dessins, je les sais à Blechhammer, parce qu'on se promène pas avec un rouleau sous les bras quand même, c'est interdit. Alors tous les dessins que j'ai faits à Blechhammer, je les ai cachés dans un sac à ciment, sous un chalit, et je n'ai plus jamais entendu parler de ces dessins-là. Comme c'est les Russes qui ont occupé les camps, quelqu'un a dû les ramasser, les amener en Russie, je ne sais pas, ou laisser là, ou brûler, ou un Allemand les a cachés, il transmet de père en fils, aucune idée. Il n'y a qu'un de mes dessins que j'ai fait à Buchenwald qui a ressurgi, qui est toujours accroché au musée de Buchenwald, au musée d'art. Et cette marche, alors, elle aboutit où? Alors cette marche qui a duré donc si longtemps, aboutit à Grossrosen. Alors Grossrosen, ça c'est l'enfer sur terre. On voyait un camp avec des miradors, tout ça, des Allemands casqués. On s'est dit, chouette, ça sera formidable. Pour nous, un camp de concentration, c'était Blechhammer. On ne s'imaginait pas autre chose. Alors on s'est imaginé que ce sera à nouveau un camp de concentration. Mais quelle bénédiction, Nathalie, quelle bénédiction de retrouver un camp de concentration, un vrai camp de concentration. C'était le rêve. Avec des vraies baraques, vous vous rendez compte, avec des vraies fenêtres qui ferment, qui ont des vitres, avec un petit chauffage central qui marche, une soupe peut-être, même dégueulasse, mais une soupe chaude, et des couvertures pour se coucher. Bon, voilà, c'était ça pour nous, un camp de concentration. C'était le paradis sur Terre. Eh ben non. On nous a rentrés là, il y avait d'un coup des capots qui surgissent, avec des bérets noirs. C'était des capots, c'était la lie de l'Europe déportée. La Ligue, c'était vraiment les criminels de guerre, les criminels professionnels, des vrais criminels qui avaient des batraques, qui détestaient les juifs, qui haïssaient les juifs, qui haïssaient les communistes, qui n'avaient qu'une chose en tête, se taper, cogner. Et là, on nous a assemblés, on nous a foutus dans une espèce de baraque, avec de la boue par terre. C'était pas des lits, c'était pas des matelas, c'est que des espèces de grabats en bois. Grabat, on devait se coucher dessus. On était monté avec Coco se coucher dessus parce qu'on ne pouvait plus marcher. Évidemment, rien à manger, rien à boire, pas chauffé. Et là, on était obligé d'être couché. Je ne sais pas si vous êtes arrivé d'ouvrir une boîte de sardines. Les sardines sont comme ça, l'une contre l'autre. On ne peut pas déplacer une sardine, ils sont tous déplacés. Et bien, on était couché sur le côté parce qu'il n'y avait pas moyen de se mettre à plat. Et c'était épouvantable. Les puanteurs, les râles, tout ce qu'il y avait. Il y a seulement une nuit à Grossrosen, c'est un livre. Si j'avais la patience de le faire, je le ferais. Je n'ai plus la patience. Alors, avec Coco, on s'est dit, là, on ne peut pas rester là, c'est dégueulasse, c'est pas possible. On est descendu, on s'est couché sous la table, il y avait une table au milieu, dans la boue glacée, parce que la boue était glacée. On s'est couché là-dessus, comme ça, avec des vêtements mouillés, mais on ne nous marchait pas dessus, on pouvait s'allonger avec les sabots qui tournaient autour de la tête partout, des sabots en bois là. Et on est resté comme ça. Et puis le lendemain matin, alors ça c'était épouvantable, on nous a sortis de là, Appelplatz, parce qu'il faut tout compter. C'est une manie qu'ils ont les Allemands là, il faut qu'ils comptent toujours. Les gens crèvent sans arrêt, non, il faut qu'ils comptent. Alors debout, dans une boue, alors ça c'était la boue de Grossrosen, tous les déportés qui sont passés par Grossrosen, ils vous parleront de la boue. Parce qu'on avait l'impression qu'on allait s'engloutir dans cette boue, qu'on allait tomber dedans. Parce qu'elle vous aspirait. C'était pas de la boue gelée, elle était, à force d'être marché dessus, de bouger dessus, les peu de chaleur que transmettaient les pieds, les milliers de pieds, cette boue n'était pas gelée, elle nous engloutissait doucement. Alors avec Coco, on se faisait comme ça, on se tenait sur une jambe, sur une autre, on s'appuyait l'un sur l'autre pour sortir une jambe de la boue, pour pas qu'elle soit collée. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas su faire ça, qui n'ont pas eu sur qui s'appuyer, et alors ceux-là, ils sont écroulés, on les a ramassés, charrettes à la main, tirés par les bras, et puis, bon, on peut imaginer ce que c'est pareil. Mais il y avait, ce jour-là, quand j'étais dans cette boue avec Coco, là, je me suis dit, c'est la première fois où vraiment je me suis dit, là, tu vas y rester. Alors que j'ai vécu des choses très dures, hein. Mais là, c'était sans espoir. Il n'y avait pas moyen de se débrouiller, il n'y avait pas moyen de parler à quelqu'un, il n'y avait pas moyen de se mettre en valeur, parce que mon truc, c'était ça. Je sais dessiner, donc je me mets en valeur. Donc je vais séduire. Et je fais un échange. Mais là, il n'y avait rien. Je ne pouvais rien faire. Et je savais que là, on va y rester. Et bon, on s'est soutenu, on n'est pas resté.
Mais le spectacle que j'ai vu de là, c'est une chose qui est tellement hallucinante, qui me restait encore en mémoire. J'ai pu la décrire comme si je l'avais vu avant le petit déjeuner. Il y avait comme ça, c'était devant nous, ça montait les baraques, et puis à droite, il y avait une descente. Et bien cette descente, il y avait une procession ininterrompue de gens qui traînaient des cadavres. Alors il y a des déportés qui étaient des types qui étaient à moitié morts, qui traînaient des types qui étaient morts. Des corps étaient nus. Et on entendait comme ça les clapotis des têtes contre le sol gelé, comme ça, plus ou moins la graisse, la boue mélangée, et puis les bouches qui étaient ouvertes, qui raclaient le sol. Tête comme ça à l'envers. C'est un spectacle épouvantable, des corps blancs jaunes comme ça, et traînés par deux types, ou portés par les jambes. C'est ininterrompu, sans arrêt, sans arrêt. Et j'ai vu ces squelettes-là, et je me suis dit, mais comment ils tiennent ces squelettes-là? Ils sont tellement maigres qu'on voit chaque os. Comment la peau est assez résistante pour pas que ça se disloque après d'être cogné, d'être choqué comme ça. Et instinctivement, comme ça, je me suis mis à me tâter. Moi, est-ce que je suis déjà prêt à ressembler à ces gens-là? Parce qu'on hallucine, on devient fou quand on voit ça. Bon, ben, je me suis tâté je ne vais pas me voir dans une glace, parce que je me suis dit, si je ressemble à des gens comme ça déjà un petit peu, donc forcément je serai pareil, on va me traîner comme ça, comme un truc qui est rien du tout, qui est juste balancé quelque part et brûlé. Voilà ce qu'on faisait avec des corps, des gens qui prenaient soin d'eux, qui allaient voir le médecin avant, pour un rhume, qui s'habillaient avec du cachemire peut-être. On traînait ça comme si c'était des larves de rien, juste par d'autres gens qui étaient dans le même état. Ce serait leur tour, au prochain tour, ils ont peut-être crevé et tombé par terre, on va leur enlever les frusques, et puis on va les traîner aussi. Voilà ce qu'on avait qu'une journée comme ça. Et il paraît qu'on est resté que 5 jours à Grossrosen. Moi, je ne me rappelle pas du tout des 5 jours, parce que pour moi, le temps s'est arrêté dans cette marche. Parfois, on voit des films à la télévision, des gens qui sont dans une cellule, qui marquent les jours, avec une pierre, un bout de ferraille sur les murs. Mais nous, on n'avait pas de ça, on n'avait même pas la tête à ça. On était tellement en dessous de pouvoir marquer un jour de ces souvenirs qu'on ne savait plus. Alors, 5 jours, moi, ça me paraît invraisemblable d'être resté 5 jours là-dedans. Mais puisqu'ils le disent, c'est que c'est vrai. Ils ont dû faire des recoupements. Est-ce que vous avez eu l'impression de devenir... Et on n'a pas mangé, on n'a pas bu rien. Il y avait des distributions des pommes de terre. Il y avait des types qui distribuaient des pommes de terre, des criminels de guerre en capot, qui donnaient leur plaisir, c'est donner des coups. Et puis les Allemands qui étaient là, qui ricanaient, ça leur faisait un plaisir fou de voir des déportés qui tapent sur d'autres. Ils prenaient leurs pieds comme ça. Et chaque coup sur la tête, un type s'écroule. Et quand il est écroulé, vous imaginez bien que c'est pour de vrai. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être dans une maison de fous, comme disent certains? On était des fous nous-mêmes. On était tous fous. C'était fou. Tout était fou. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est une maison des fous. Je n'ai jamais été dans une maison des fous. Alors, ceux qui sont de l'extérieur, il faut bien qu'ils codent des étiquettes aux choses. Mais c'était un monde qui n'avait aucune logique. Mais moi, j'étais trop gosse pour me rendre compte qu'est-ce qui est logique, ce qui n'est pas logique. J'avais qu'un problème, c'est comment survivre les minutes ou l'heure qui suit. C'est tout. Alors si c'était d'être dans une maison des fous, moi je vais bien. Mais on était tous fous, mais on était tellement fous que les 3/4 qui sont sortis, de ceux qui ont survécu, sont devenus des prix Nobel, des grands artistes, des grands écrivains, des grands capitaines d'industrie. Donc on n'était pas si fous que ça. Parce que moi je vois des gens qui n'ont rien souffert, qui n'ont rien vécu, et qui sont bien plus à plaindre que nous. Et dans ce camp, est-ce que vous avez vu des femmes ou pas? Alors, à Bléchamer, il y avait des femmes. Il y avait une baraque des femmes. Il y avait 2 baraques des femmes. Et là, j'avais des amis là-dedans. Et à Grossrosen? Où ça, à Grossrosen? Peut-être, je ne sais pas. Vous savez, mon univers des Grossrosen s'est réduit à quoi? La baraque et la place d'appel. La place d'appel et la baraque. Et puis de là, on est allé vers un chemin de fer pour nous amener à Buchenwald. Mais je ne connais rien de Grossrosen, je ne sais pas ce qui s'est passé dedans. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas fait d'études historiques sur ces camps-là. D'une manière générale, après la guerre, je ne voulais plus savoir ce qui s'est passé là et là. Et pendant des années, je ne voulais rien savoir. Et je n'ai jamais lu des bouquins sur la déportation parce que je savais qu'un jour, j'en écrirais un. Or, je suis assez intelligent pour savoir que quand on lit des choses, inconsciemment, ça s'installe quelque part sans qu'on se rende compte, donc je ne voulais pas. Et donc, donc je ne sais pas ce qu'il y avait dans Grossrosen.
Et vous en sortez quelques jours après? Ben, d'après ce qu'ils disent, 5 jours après, on nous a donné, alors là c'était incroyable, on nous a donné un morceau de pain et puis un morceau de saucisson rose, Jean salami, mou. Et moi j'ai toujours été très difficile pour la viande, même au camp. C'est comme ça, j'étais un gosse gâté et pourri, et je suis resté pourri et gâté. Et alors j'ai donné ces saucissons à coco. Et j'ai appris après la guerre, par la mère de mon ex-femme, qui était à Ravensbrück comme résistante, une Française qui était résistante, qu'il y avait une fois des gens qui sont arrivés là-bas, des prisonnières, je ne sais pas quoi, et que, bien cher, tout ça, et le lendemain, il y avait distribution des saucissons roses, et qu'il avait un goût de cochon de lait. Alors, je ne sais pas si c'était ça ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai donné ces morceaux de saucisson à Coco, qu'il a mangé évidemment. Moi, je ne l'ai pas mangé. Et puis j'avais mon pain. Et puis, bon, il y a toute une histoire avec ces morceaux de pain dans le train. Racontez-nous. Alors, on nous a mis dans un train. Et puis moi, je me suis dit, si nous donnons un morceau de pain comme ça, de 400 grammes ou 800 grammes, c'est qu'il y en a pour plusieurs jours. Sinon, ils ne seraient pas aussi généreux. Et vous savez que tous les déportés, ils ont avec eux une musette, avec une gamelle dedans, puis une cuillère en alu. Ça, c'est le rudimentaire, on ne se sépare pas de ça. Alors, j'avais mis ces morceaux dans la musette, et puis Coco m'a tendu la main, on nous a mis dans un wagon en acier. Ce sont des bennes comme ça, arrondies à l'intérieur, des bennes à charbon. Et dans le fond, il y avait encore du charbon qui restait, recouvert de neige. Et c'est là-dedans qu'on nous a mis. C'est le benne, si on touchait avec la main, la paroi, pour rester collé tellement c'était glacé. Voilà. On s'était mis là-dedans, avec Coco, on a trouvé une place pour adosser les murs. Sinon, les gens, ils étaient comme ça, les uns sur les autres, couchés. Enfin, c'était en vrac. On nous a envoyé là-dedans en vrac, si vous voulez, comme ça. Démerdez-vous. Et alors, personne ne pouvait s'allonger, évidemment. Et nous, avec Coco, on était comme ça, les jambes pliées pour pas glisser. Et le charbon nous retenait, qui était sous les fesses. Alors, au départ, c'était une bénédiction, ce charbon, parce qu'il n'était pas aussi gelé que la ferraille. Mais au bout des 3 jours, ce charbon sous les fesses, ça nous a fait des trous dans les fesses, pratiquement. On était complètement culossés, c'était épouvantable, ça. Et alors, j'avais donc cette musette avec mon pain. J'ai mangé un petit bout, et en pleine nuit, j'avais ma musette sous la tête pour ne pas la perdre. Et puis, je sentais la nuit qu'on me tire sur cette musette, comme ça. On tire. Alors, j'essaie de la maintenir avant le sommeil, je dors encore, je gâte la serviette, et puis, ça tire encore. Finalement, on me l'arrache. Ça m'a réveillé, et le type qui était à côté de moi m'a arraché cette serviette pour me prendre mon pain. Alors j'ai essayé de me débattre, de reprendre ma butette, et là il m'a mis les doigts dans les yeux. Et moi, l'expression voir rouge, je sais ce que ça veut dire ça. J'ai vu rouge, des doigts dans les yeux, je devenais fou. Et je me suis mis à cogner avec une violence que je ne soupçonnais pas que j'avais cette violence en moi. Je ne soupçonne pas, enfin, c'est une violence épouvantable. C'est si bien que ça réveillait Coco, qui est venu à ma rescousse, et je repris mon pain, et le type ne bougeait plus après. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, si on l'a tué ou pas, je ne pense pas, mais enfin, il bougeait plus, quoi, il nous avait pris une piche après, et j'avais gardé mon pain, j'ai encore donné un petit morceau à Coco, parce qu'il a déjà bouffé le sien, lui. Et on a donc resté comme ça, paraît-il, 3 jours, dans ce train. Je ne pouvais toujours pas dire si c'était 3 jours, si c'était une semaine, si c'était un jour, et sans rien. Alors, on mangeait la glace, la neige. Il n'y avait que ça. Alors, je ne dis pas, ça neige, on roule la nuit, on roule les jours, et puis il y a des stationnements, ça s'arrête, il y a des bombardements qu'on n'entend plus loin, et des cris et tout ça, et puis ça continue comme ça. Ça tombe sans arrêt, la neige. Et les gens faisaient sous eux, la moitié était mort dans l'avion, dans ces wagons-là, on ne fait plus attention à rien. Alors, on est des sauvages, on est des fous, qu'est-ce qu'on est ? On est des espèces de zombies qui trimballent, et puis on ne sait pas, tout ce qu'on sait que la neige qui arrive tout de suite, elle est plus proche que celle qui est en contact la neige, qui est en contact du charbon ou des gens. Alors, on mange la neige, c'est tout ce qu'on a. Il n'y avait pas autre chose. Les pains, il m'a tenu pendant des jours, par petits bouts comme ça. Mais après, c'était terminé. Et vous ne pensiez pas du tout à ce qui se passait à l'extérieur? On n'a rien à foutre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on sache? On subit des choses comme ça. On ne regarde même pas. On n'a même pas envie de se faire remarquer.
Une tête qui dépasse du wagon, si ça lui prend l'idée de tirer dessus, parce qu'il va s'imaginer qu'on va s'évader ou n'importe quoi. On reste recroquevillé, offrant le moins de prise au vent et à la neige. Vous voyez, on se protège comme on peut. On avait une minable couverture, je crois. Je ne sais pas encore si on l'a gardée. Je ne m'appelle même pas si on avait une couverture. Pendant la marche de la mort, j'ai gardé ma couverture. D'autres se sont débarrassés parce qu'il finit par peser trop lourd avec des glaçons qui étaient accrochés dessus. Il fallait les secouer, quoi. Enfin, c'était un balai de couvertures comme ça. C'était surréaliste ce qui se passait, hein. On n'a pas idée. Avec la lune qui est magnifique, le ciel étoilé, puis des zombies qui secouent des couvertures, qui tombent, des couvertures qui envoient de la glace dans l'air. Mais c'était un film surréaliste. Il faut faire du cinéma avec ça. Et ensuite, le train s'arrête. Pour quelle destination? Ce train nous a amenés donc à Weimar, qui est la ville qui dessert Buchenwald, le camp de Buchenwald. Et il faut dire que quand on est arrivé à Weimar, les Alliés ont bombardé la gare. Là-dessus, le train s'arrête, une alerte. Les avions arrivent, nous on connaissait déjà les avions parce qu'on a subi les bombardements à Blechhammer tous les jours à midi pile. Donc on connaissait très bien ça. Alors vite, les wagons, les bombardiers qui arrivent, ça nous a donné un tonus. On est sorti du wagon, on a couru comme ça. Et c'est là que j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'ai couru dans un petit champ à côté. Et je me suis couché par terre, parce que c'est comme ça qu'il faut faire quand il y a des bombardements. Et il y avait un petit peu de neige encore, et des pissenlits. Eh bien, j'ai mangé des pissenlits et leurs racines. Et on était en février, et c'est là que je pensais au Seder. C'est-à-dire que c'est le repas, le Seder, c'est un repas commémoratif qui commémore en fait la sortie d'Égypte des Juifs, des esclaves. Et pour symboliser les larmes et l'amertume, pendant ce repas traditionnel, on mange du persil salé. Et bien moi, mon persil salé, je l'ai mangé là, dans cette neige, dans cette boue, 2 mois avant ma libération, parce que ça se passe à Pâques. Donc la sortie d'Égypte, je connais. Alors chaque Seder, c'est-à-dire ces repas commémoratifs, je pense à ces moments où j'ai mangé des pissenlits, c'était extraordinaire, parce qu'il y avait la rosée dessus, il y avait un petit peu d'eau, c'était bon, c'était extraordinaire. Je conseille à tout le monde. Et vous restez là combien de temps? Où ça? À Weimar? Ben non, on ne reste pas. On nous assemble et on nous fait marcher vers le Ettesberg, qui est une montagne, et une forêt de bouleaux, tout ça, c'est très beau, très bien. Bon, on marche, mais c'est la moitié des gens qui tombent, enfin, je dis la moitié. Enfin, la moitié, il y a des gens qui tombent, toujours sans bouffe, sans boire, sans manger, et on nous amène là-haut vers Buchenwald. On arrive là, de loin, je vois une belle petite bâtisse en bois, très jolie, avec une petite tourelle, une horloge qui est dessus, des fenêtres. Ça ressemblait comme un petit clocher d'un village des Tatras, vous savez, les clochers des petites églises. C'était tout à fait anodin, ça laissait bien plaisir, ça faisait pas peur. Et puis alors, bon, on traverse, j'ai pu voir tout ça en m'approchant comme ça, puis un porche en fer forgé, et marqué au-dessus, en fer forgé aussi, Yedem Tassaine, à chacun son dû. Mais bon, on rentre, curieusement, pas de brutalité. Les capots, enfin les gens qui étaient là avec des tenues rayées, d'autres avec des tenues civiles, avec des X ou des croix marquées à grands coups de pinceau dans le dos ou devant, vous savez, avec la peinture rouge comme ça, pour que ces vêtements ne soient pas négociables ou qu'on puisse vous repérer des loin. C'était plutôt gentil avec nous, nix, pas des Loos, Schnell, etc. On nous dirige comme ça vers une baraque en ciment. Une baraque en ciment, comme ça. Mais merde, tout d'un coup on voit un crématoire à côté, une cheminée énorme. Si ça y est, c'est une chambre à gaz. Parce qu'on savait que ça existait maintenant. Et on nous dirige tous ces troupeaux-là, des gens qui tiennent à peine debout, dans cette baraque qui est, paraît-il, la Desinfektionskammer. C'est-à-dire la chambre de désinfection. On n'y croyait pas un mot. Le crématoire qui est juste à côté, là, un petit peu plus haut. Alors, bon, on a une trou noir, puis les gens étaient gentils comme ça, les capots, tous. Ils étaient plutôt gentils. On s'était dit, ils sont gentils comme ça, c'est parce que c'est par compassion. Parce qu'ils savent ce qui nous attend. C'est pour ça qu'ils sont gentils comme ça, parce qu'on n'était pas habitués à avoir des capots gentils. Et ben, finalement, on nous dit, il faut déshabiller. Puis moi, c'est une parenthèse que j'ouvre, mais que je ferme aussitôt, j'avais toujours, depuis les ghettos, sur moi, la photo des polars.
Paula, c'est ma fiancée qui habite dans l'État de New York actuellement, qui est un peu plus jeune que moi, qui a 2 ou 3 ans de moins quoi. Et cette photo de Paula, elle m'a jamais quitté. Je suis toujours arrivé à la cacher. Il n'y a qu'un déporté qui m'entend, s'il y a des déportés qui m'écoutent, hein, qui peut savoir ce que ça veut dire. Ou un vrai bagnard. Garder une photo à travers les camps, à travers les fouilles des SS, c'est un exploit. Je gardais ma photo et mon Ausweis que les Allemands m'ont donné, qui prouvait qui j'étais avec mon emprunt là-dessus. Je ne vais pas déposséder, j'avais un numéro, très bien, mais je ne vais pas déposséder de mon nom. Et j'ai caché, avant de rentrer, cette photo, c'est Ausweis, sous la dalle d'entrée, et cette dalle existe toujours. Devant ce bâtiment qui est d'inspection Scamer, je l'ai caché, j'ai récupéré après, je raconterai ça si vous voulez plus tard, et je l'ai caché là, et puis je suis entré là-dedans, déshabillage, et c'est là justement qu'il faut cacher les choses avant de rentrer dans un bâtiment. Parce que là-bas, on vous fout à poil, on vous donne autre chose à la place, et donc, terminé. Et là, je suis arrivé à le cacher en dessous de la pierre, du seuil comme ça, il y avait quoi, 2 centimètres de place en dessous, je glissais. Et là, on nous a déshabillés, on m'a mis des frusques sur moi, on passe les détails, trop grandes, enfin, je faisais plus attention à rien. Et on nous sort de cette désinfection Scamer, je me suis retourné, j'ai dit, c'était donc vraiment une désinfection Scamer. C'était pas une chambre à gaz. Constater ça, c'était un soulagement. Et bien alors, une marche énorme, c'est une descente dans l'enfer, dans les petits camps. Tous les déportés qui vous en parlent du petit camp, ou tous ceux qui écoutent les récits sur les petits camps, c'est difficile à décrire avec des mots. C'est très difficile, c'est un mouroir. Mais mouroir sans violence. Il n'y a pas des types qui vous tuent, qui vous tirent dessus, tout ça. Vous crevez, vous êtes là pour crever, donc vous crevez tranquillement et ne vous faites pas chier. Et alors les gens mouraient comme ça, ils sortaient des baraques, enveloppés dans leur couverture. C'est pour ça qu'on les appelait des musulmans. Oui, expliquez-nous pourquoi, alors, musulmans. Mais, ça, c'était les Juifs d'Europe de l'Est qui avaient une conception des musulmans, donc des Arabes, enveloppés dans une couverture, dans ce qu'on appelle les bournous. Alors pour eux, l'Arabe, c'est un type qui a un bournou sur lui. Donc c'est un musulman, puisque c'est un Arabe. Alors les gens qui se prennent une couverture enveloppée comme ça, on les appelle des musulmans. Et ce sont donc des gens qui ne connaissaient pas les musulmans, ni les Arabes, qui ont inventé ça. Si c'était des gens venus d'Occident, ils ne sauraient pas trouver ça tout seuls. Bon, alors les musulmans qui sortaient des baraques pour crever dehors, devant les rivières, il y avait ça s'entassait, et puis il y avait des charrettes avec des roues en pneus, de voitures, démobilisées d'une voiture, et il y avait des charrettes plates comme ça, on transportait les types vers les hauts, vers les crématoires. Là, j'ai fait des gravures et des dessins là-dessus. Les gens sortaient des baraques pour aller mourir dehors? Ouais, ceux qui pouvaient. Parce qu'on les sentait comme ça, quand on voyait un musulman. Moi, je ne suis pas resté longtemps dans ces petits camps-là, parce que on y crevait vraiment, c'était pas mon truc de crever là-dedans, je voulais pas. Et j'ai repéré il était fermé, ces camps-là, ces petits camps-là, avec des barbelés, et puis il y avait une petite porte, toujours barbelée, et puis un Lagerschütz qui était là. Lagerschütz, c'est-à-dire policier du camp. Mais alors les policiers du camp, c'était tous plus ou moins des communistes, des résistants, parce que les communistes ont pris le pouvoir dans le camp. Avant, c'était les criminels qui avaient le pouvoir. Mais ils sont arrivés à prendre le pouvoir, et ces camps ont complètement changé des physionomies et des conceptions, puisque c'était pas des salauds. Et alors les policiers n'étaient pas des salauds non plus. Ils ne tuaient pas des gens pour le plaisir. Bon, ils se protégeaient entre eux, ils se favorisaient entre eux, puisque leur projet était de prendre le pouvoir. C'est une chose que je ne discute pas et que je ne condamne pas. Si moi j'avais le pouvoir à Blechhammer ou à Buchenwald, j'aurais privilégié les Juifs de toute façon aussi. J'aurais fait la même chose. Donc je ne peux pas leur jeter la pierre, mais enfin ils se protégeaient, ils se donnaient un coup de main, mais ils donnaient aussi un coup de main aux autres. Et ce qui fait que donc je repérais, que je raconte ma sortie du petit camp, parce que c'est assez invraisemblable comme histoire. Alors j'ai repéré ce type-là, Lagerschütz, avec sa mutze noire, pour montrer que c'était un prominent, c'est-à-dire un type qui avait du pouvoir. Et il surveillait les entrées. Puis j'ai vu qu'il y a parfois des types qui sortent et qui rentrent avec un dossier sous le bras. Décidé des types qui allaient faire des rapports, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment je me suis procuré un bout de carton, quelque chose comme ça. Et j'ai suivi un de ces types-là, avec cette béret noire dans les rivières, et j'ai chippé son béret noir. Et j'ai chippé une veste qui était un petit peu potable, parce que les vêtements, ça traînait, c'était le bordel. On ne s'imagine pas comment c'était, le fouillis, tout ça. Je me suis déguisé comme ça, et
je me suis dit, je vais sortir comme si j'étais important. Aller dans le grand camp en haut. Et puis je me suis frotté les joues. Faut pas que je flotte trop parce que j'ai enlevé le fond de teint qu'il m'a mis tout à l'heure. Je me suis frotté les joues comme ça pour avoir bonne mine. Et puis je traverse comme ça devant les Luc Lagerfeld. Je regarde même pas puisque je suis important, donc je jette pas, je prête aucune attention à lui. Hein. Et je vais tout droit. Miracle, il me laisse passer. Alors là, arrivé au coin de la première baraque, je me retourne parce que j'avais l'impression d'avoir fait 10 km à pied. J'ai fait combien? 100 mètres. Et votre ami, il est resté dans le... Et Coco est resté dans le petit camp. Il ne savait pas que je me suis débrouillé comme ça. Là, il arrive un moment où on n'a pas le temps de s'occuper des uns des autres. On est là comme ça, mais c'est sur le coup qu'il faut agir tout de suite. Et donc je monte, je gravis un petit peu vers les petits là-haut, et je me dirige vers la Schreibstube, c'est-à-dire le secrétariat. Donc vers l'endroit où il y a du pouvoir. C'est là qu'il fallait se diriger. Parce que j'ai toujours cherché à être avec ceux qui ont du pouvoir pour pouvoir montrer ce que je sais faire. Sinon, je ne peux pas m'en sortir. Et je suis arrivé finalement à bout de souffle, parce que pour moi, c'était une montagne, alors que c'était un petit peu une hauteur. Je suis arrivé là-haut, et puis j'assomme mon courage à deux mains, et je rentre sans frapper, pour pas qu'ils me disent de sortir. Puis là, il y avait plusieurs types qui étaient assis sur une table, des cheveux sur la tête, propres, bien rasés. Enfin, il avait très bonne mine, hein, très bonne allure. Alors je rentre là-dedans et j'ai dit est-ce qu'il y a des Tchèques parmi vous? Alors, avec mon accent, je parlais tchèque quand même, je savais bien parler tchèque, mais ils ont tout de suite vu que j'étais polonais. Alors il m'a dit qu'un type qui était polonais, qui me demande qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens. Mais je dis, je viens du petit camp. Mais ça, on le sait. Ils ont vu tout de suite que je venais du petit camp, là. Ça, on le sait. Mais de quelle ville? Alors j'ai dit de quelle ville? Bon, ils connaissaient ma ville, puisque c'était... Ma ville est devenue très célèbre en 1938. C'est une autre histoire, ça. Ça se passait avant. Elle était devenue très célèbre pour toute la Pologne, ma ville. Donc ils connaissaient ma ville, on parlait polonais. Il dit, moi, là-bas, on crève en bas. Alors il y avait un Tchèque extraordinaire, un grand, comme ça, maigre. Il me dit ça, on sait qu'on crève là-bas, on sait, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Je dis, d'accord, mais moi je suis un artiste, moi je ne vais pas crever. Ah oui, tu es un artiste, qu'est-ce que tu sais faire? Je ne réponds pas, je prends un bout de papier qui traîne sur le bureau, et un crayon, et je dessine un type qui était assis à table. Ils étaient tous autour de moi en train de regarder. Alors, il faut te laisse pas intimider, etc., occupe-toi de ton dessin. J'avais la main qui tremblait quand même, parce que, une fois de plus, j'ai joué ma vie. Il fallait réussir ce dessin-là. Bon, le bol total, j'ai réussi, vachement ressemblant et tout. Ah oui, tu dessines bien. Le Tchèque va dans une armoire et prend un bout de pain avec un peu de margarine, puis il me tend. Je n'ai même pas le temps de dire merci, je les mange. J'avais faim, comme ça. La faim, c'est pas un vain mot, ça existe, hein, mais la vraie faim. Ceux qui mangent des cadavres, c'est pas par hasard. Hein. Il me dit ça, alors je lui raconte que j'ai un copain là-bas qui est resté au camp. Il dit, non mais écoutez, si Coco ne sort pas, moi je tourne au petit camp. Parce que je savais qu'il voulait me sauver là. Alors ils m'ont confié un Belge, un résistant belge, qui m'a amené dans une baraque. En dur, une baraque en ciment, avec des vrais chalits, avec des vrais matelas en paille. Mais c'était le luxe, c'était le Ritz, les Carlton. Avec au milieu de la baraque un poêle qui chauffait. Enfin, c'était incroyable. Alors là, j'ai dit qu'il y a Coco, on est allé chercher Coco, il a ramené le Coco, il m'a présenté au chef des blocs, un Allemand, grand, belle prestance, belle allure, par un superbe Allemand, et il m'a dit, voilà, c'est un Künstler. Il me présente à ses chefs de baraque, voilà, c'est un artiste. Avec l'épaule la main sur mon épaule, très protecteur. Ah, ça, oui. Là, il m'explique, là, il faut que tu dessines partout, hein, parce que tu es notre photographe. Hein. On va te sauver d'ici. Mon bouquin, d'ailleurs, que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle Sauvé par le dessin, ça vient de Buchenwald. Et ils m'ont installé là, ils m'ont expliqué, le chef des blocs en allemand, m'a expliqué comment fonctionne la baraque, tout ça. Et puis Coco qui est arrivé, il ne croyait pas ses yeux. Et à partir de ce moment-là, j'étais pris sous la protection de la résistance intérieure du camp. Alors ça, c'était une chose inimaginable, d'avoir ces privilèges. Inimaginable. Parce que comme j'étais pas communiste, comme j'étais pas militant, j'étais pas résistant, j'avais aucune attache, rien, aucun repère pour pouvoir prouver que je suis valable, qu'il faut me donner un coup de main pour survivre.
Et alors, il y a une chose extraordinaire. Il y a un jour, il y a le Belge qui vient me chercher. Et puis il me dit, tu sais, il faut qu'on t'amène quelque part, mais tu fais bien gaffe à toi et tu regardes bien tout ce que tu vois, parce qu'on a besoin de savoir ce qui se passe là-dedans. Je commence à avoir peur. Il me met dans une grande baraque, aménagée comme un hôpital. Et qu'est-ce que je vois? Un type avec une blouse blanche, puis le col était mal fermé, je pouvais voir l'uniforme SS en dessous. Une gueule de dégénéré, bizarre, pas du tout rassurant. Alors, il me dit, présente, je me mets debout, en garde à vous, je décline mon numéro, puisque là-bas, on n'a pas de nom. Hein. Alors, il dit, c'est toi l'artiste? Alors, je décline mon numéro, et l'autre, il me pousse, l'artiste Kinsler, ça c'est l'artiste. Il a déjà préparé du papier, avec des aquarelles, des pinceaux, il a tout préparé. Il dit, bon, dessine-moi en train de travailler. Je ne sais pas où j'ai tombé, là. Je regardais autour de moi, c'était pas du tout rassurant ce que je voyais. Et je dessinais lui, puis il faisait semblant de faire des trucs sur des rats, parce que des rats, il y en avait là-bas. Des rats, et puis il y avait des membres humains, pas du tout maigres. Il y avait des peaux tatouées, il y avait beaucoup de peaux, des tatouages des peaux. Des tatouages, des gros, des très beaux tatouages comme ça, qui sont piqués sur des gens qui pour la chienne de Buchenwald, je sais pas. Je suis un petit peu enroué ici, quelqu'un me donne un verre d'eau. Alors, qu'est-ce que vous avez vu dans cette... Oui, alors, non, on a interrompu un tout petit peu ça, mais enfin, ce que j'ai vu là-bas, c'était des choses absolument hallucinantes. J'ai vu des têtes, genre mi-singe, mi-homme, comme une pomme, grande comme ça. Après, j'ai appris que c'était des Jivaros. Les Jivaros, ce sont des tribus en Amérique latine qui étaient des réduiseurs de têtes. Alors lui, il s'amusait à faire ça. C'était des têtes qui étaient mi-singe, mi-machin, avec des traits hirsutes comme ça, la tête qui a taillé à coups de ciseaux, parce que c'était le cuir chevelu était réduit à de 10 fois. Donc c'était très condensé, comme chevelure. Il a coupé ça, et puis il y a une étagère comme ça, avec des têtes de Jivaros, qu'il a réduit. Moi, ça m'a beaucoup travaillé pendant des années. Je me dis, mais qui étaient ces gens-là? Quelle tête avaient-ils avant? Pour être réduit comme ça, à des Jivaros. Puis il y a la chienne de Buchenwald, on appelle ça la chienne de Buchenwald, c'est la femme du chef de camp SS, qui était une grande artiste. Ils étaient tous artistes d'ailleurs, qui collectionnaient les peaux de tatoués pour faire des abat-jours. Madame avait un hobby. Et c'est pour ça qu'on appelle la chienne de Buchenwald. Et c'est lui qui était probablement chargé à prélever les peaux, qu'on a dû réussir à signaler quand il voyait dans les douches des types qui avaient une belle peau tatouée ou quoi, ben voilà, il y a de la récup à faire. Je n'ai pas vu faire, je ne sais pas, mais j'imagine que ça se passait comme ça. Sinon, comment il serait abouti là-dedans? Et alors, je suis resté 3-4 jours à dessiner, à le dessiner lui. Pour quelle raison il voulait faire ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il voulait garder des documents ou s'est flatté lui-même, ou pour montrer qu'il ne faisait que des expériences sur des animaux, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait 2 ou 3 pièces plus loin où il m'a interdit d'y aller. Alors ce qui se passait là-dedans, je ne sais pas. Mais ce type-là, il me faisait peur, et alors au bout de 3 jours, j'ai dit à mes protecteurs, je ne vais plus y retourner, j'ai trop vu, ils vont bousiller, parce que j'ai trop vu des choses là-bas. Alors ils ont dû lui dire que j'étais tombé, que j'étais malade, j'étais mort, je ne sais pas, enfin, je ne suis plus retourné. Et dans cette résistance, est-ce qu'il y avait des juifs ou pas? Pardon? Dans cette résistance du camp, est-ce qu'il y avait des juifs? Non, je crois pas. Non, je sais pas. Je ne crois pas, non, parce que les juifs étaient toujours pris à part. Je pense que quand les Allemands prenaient des résistants quelque part, et s'ils trouvaient des juifs parmi eux, eh bien, il les bousillait tout de suite. Il y avait un juif qui était avec les résistants, dans une baraque de résistants, qui est un peintre, un très bon peintre, un super dessinateur, c'est Boris Straczynski. Alors, je sais pas, je pense qu'il est juif, ou juif converti, mais il s'appelle Straczynski, il est Boris. Il a une tête à se faire déporter, tellement il ressemble à un juif, mais il a été avec les Français. Avec les non-juifs, il a traversé tout ça dans de bonnes conditions finalement, parce qu'il a décidé de déporter des Buchenwald, mais ils ont tous bonne mine. Donc il était avec les gens qui ont bonne mine. Il y a les gens qui ont bonne mine, il y a des gens qui ont mauvaise mine. Et sa mère a été prise et tuée à Auschwitz, comme juif sans doute. Alors il y avait donc sûrement des juifs cachés, des juifs clandestins parmi eux, mais sans pouvoir. Et est-ce que vous avez vu des enfants? Moi, je n'ai jamais été protégé parce que juif. J'étais protégé parce que dessinateur.
Et est-ce que vous avez vu des enfants là-bas? Ne m'appelle pas. Il paraît qu'il y avait une baraque avec des jeunes, plus jeunes que moi, avec des enfants qui sont qu'on a donc rapatriés en France après la guerre, que les Allemands ont cachés là-bas, ou des Allemands et les Tchèques, paraît-il, les ont fait passer pour des enfants tchèques, pour pas qu'ils soient bousillés tout de suite. Mais moi, je les ai pas vus là-bas. C'est une baraque à part, comme je n'ai pas je crois que c'est dans un petit camp, et moi j'étais dans le grand camp, qui était un sanatorium en comparaison. Un sanatorium, je veux dire que là on prend soin de vous, mais c'était épouvantable, le grand camp. Faut pas s'imaginer, parce que je dis ça sanatorium, c'est un petit peu par dérision, je dis ça. Mais des gens mouraient de faim. Tous les jours, par centaines, dans le grand camp. Combien que ceux qui avaient des combines, des trucs, quoi, qui s'en sortaient. Il y avait un travail très dur. On nous sortait de ce camp-là pour aller travailler sur un chantier de terrassement de la carrière de Buchenwald. Cette carrière était inventée pour faire crever des gens. Nous, avec Coco, on travaillait à un moment donné dans un commando de déblayage. On triait des briques. Alors, être crevé comme un été crevé, porter 5 briques sous le ventre, hein, c'est pas rien. Déjà, quelqu'un qui est bien portant, porter 5 briques, c'est lourd. Il fallait porter un endroit, puis après un autre. Enfin bon, on a trouvé une combine pour se cacher pendant il pleuvait en même temps, il neigeait, c'était épouvantable. Alors on a trouvé moyen de se cacher dans un tuyau, parce que tout ça c'était bombardé. Il y avait partout de la ferraille tordue, on se prenait les pieds là-dedans, on tombait, on se blessait. On peut pas imaginer ça quand on n'a pas vécu ça. Ceux qui voient maintenant, par exemple, le film sur l'inondation au sud-est asiatique là-bas, ben, ils ont une petite idée à marcher à travers cette eau ondulée, ces ferrailles tordues par la vague. Eh ben, on vivait là-dedans avec la pluie qui tombe en tout et la glace et rien dans le ventre. Ce qui fait que les images qu'on voit à la télévision, pour moi, c'est un truc que je connais très bien. Et vous vous souvenez de la libération de ce camp? Ben, je ne me souviens pas de la libération parce que je n'y étais pas. Ils m'ont caché dans un sous-sol, dans la première baraque qui donne sur la Pelleplatz, dans un vide sanitaire en dessous. Et puis, Coco m'a rejoint après, on s'est retrouvés parce qu'on s'est perdu pendant un jour. On était bien contents de se retrouver. Et là, on s'est dit, ils évacuaient les camps. Sans arrêt, ils disaient, alors les Juifs du petit camp doivent quitter le camp. Alors on s'est dit, pourquoi qu'ils font sortir les Juifs d'abord? Il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Hein? Alors je me suis dit, est-ce que les Juifs sont pour une fois des privilégiés et ceux qui vont rester dans le camp, ils vont les tuer tous? Parce que pour nous, les Allemands, on les voyait que comme des gens capables de tuer les gens. Pour nous, c'était pas on ne voyait pas d'autre outil chez eux que l'outil des morts. Tuer. Alors, ça va devenir dangereux. Il paraît que les Américains sont pas loin. Ils vont tuer les gens, ils vont gazer ou envoyer des grenades, ils vont tuer tout le monde dans le camp. Alors, on s'est joint à ce transport-là d'évacuation. On est sorti du camp avec Coco. Là, on nous a mis dans un train à Weimar. Et puis ce train, il a fait quelques kilomètres près de Jena, qui est à 20 kilomètres de Weimar. La locomotive a été bombardée par les Américains. Ils n'ont pas bombardé le train, ils savaient qu'il y avait des déportés là-dedans. Ou c'était des Anglais, je sais pas. Enfin, ils ont piqué sur la locomotive, immobilisé le train, raus, sorti des wagons, et là a commencé la marche de la mort, et cette marche de la mort est connue comme telle. Parce que je suis retourné des années plus tard pour faire un film justement là-dessus avec un cinéaste anglais qui a fait un film sur moi et sur mon trajectoire. Et je suis allé retrouver cette marche de la mort qu'on a fait. Et partout, il y a des plaques en bronze que du temps de l'RDA, on a mis ici, on marchait tant de déportés, ici, ils sont morts tant de déportés. Et donc, j'ai fait ce trajet plus tard. Et nous, on a fait ce trajet à Coco jusqu'à Jena. Passé Jena, il commence à faire noir. On avait la trouille parce que quand il y a des gens qui tombaient, qui se faisaient tirer, et avec Coco, on s'était dit, là, j'en ai marre. Fini la marche de la mort. On ne veut plus de ça. C'est tout pour le tout. Vous voyez, parce qu'il arrive un moment où il y a un trop-plein. Il y a overdose. Et on s'est dit, on va s'arrêter. On s'arrêtait tout le temps, s'arrêter soi-disant pour faire pipi, pour uriner, au bord de la route, pour laisser passer le cortège. On s'est retrouvés à la fin, et les gardiens de la fin, c'était des vieux Wehrmacht qui
qui avaient du mal à marcher. Les SS, ils étaient devant, ils avaient peur. Hein. Ils étaient au debout de la colonne, et à la fin, il y avait des Wehrmacht avec leurs fusils. Et puis, à un moment donné, on a repéré une colline boisée là-bas, un peu plus loin, à peu près, je sais pas, à 2 kilomètres de la route. Je trouvais moyen avec Coco de ramasser quand même 2 betteraves à cochon, qui traînaient au bord de la route. On les a ramassées, ces betteraves-là, parce qu'on n'avait rien d'autre à manger. Des betteraves rouges superbes. Et on a vu cette colline-là, on s'est dit avec Coco, on va y là-bas. Et on a descendu donc en vitesse de talus là. Les types se sont mis à tirer dessus. Et là, je me suis rappelé une leçon que j'ai apprise dans le ghetto au Beitar. Je fréquentais les Beitar parce que au départ, j'étais avec les chômeurs à Tsaïr. Je fais une marche arrière. Oui, oui. Les chômeurs à Tsaïr, c'était une organisation sioniste de gauche. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, les chômeurs à Tsaïr, dans le ghetto? Ils apprenaient des chansons en hébreu, et puis ils apprenaient comment planter des radis et des salades pour se préparer à la vie dans le kibbutz. Là, ça m'emmerdait, ces trucs-là. C'était pas assez combatif. Alors, j'ai rejoint les groupes des Beitar, où on s'est préparé pour la guerre d'indépendance. Et ça m'allait davantage. J'ai un esprit très militaire, quoi, militariste. Alors, j'étais bien avec eux. Et eux nous ont appris que sous le feu, il faut courir en zigzag. Mais au Beitar, dans le ghetto, on vous apprend à courir en zigzag, c'est facile. Il n'y a pas de vrais fusils qui vous tirent dessus. Mais dans la pratique, c'est beaucoup plus difficile, parce que là, quand on vous tire dessus, on a vite envie, en droite ligne, de courir vers l'abri. Mais je me suis dit, puisqu'ils m'ont appris de courir en zigzag, j'ai dit à Coco, fais comme moi. On courait en zigzag. Et puis, ils se sont découragés, ils ont arrêté de tirer. On avait du pot quand même, hein, parce que s'ils avaient vraiment voulu nous tirer, moi je sais, un type qui court en zigzag, je l'aurais descendu quand même. Et on est arrivé au bas de la colline, à bout de souffle, il commençait à faire noir, et puis on a commencé à grimper pour être le plus loin possible de la route où on tirait dessus, où il se passait des choses. Et là, une fois de plus, les manques de bol. Il y a un livre à écrire. Enfin, moi, j'ai fait tout un chapitre pour la journée et la nuit qu'on a passé sur cette colline. Parce que, figurez-vous, je me mouche une seconde, hein. Les fontains sont partis, là, maintenant. Alors, arrivé sur cette colline-là, on s'est couché sous un taillis, comme ça, enfin, des branchages, pour se cacher. Et puis, ce qu'il y a, on entend des voix en allemand. Et d'après ce qu'ils disaient, comment ils parlaient, ils se donnaient des ordres. C'était donc des militaires. Mais c'était combien, à 20 mètres? On les entendait parler. Et nous, on était des déportés, là, couchés sous les feuilles mortes. Et ça, c'était une chose absolument épouvantable pour nous, de savoir qu'ils étaient là à côté. Alors, on était là couchés, on disait rien, dans un silence total. Je ne sais pas si je développe davantage cette nuit-là, mais c'était absolument incroyable. Et au petit matin, qu'est-ce qu'il y a? C'était, je crois, en pleine nuit, je sais pas, à un moment donné, il y avait des avions qui arrivaient, des alliés. Et puis la flak, c'était, enfin, les types qui étaient à côté, les Allemands, en fait, c'était la flak, la DC allemande. Voilà qui se mettent à tirer sur les avions des Américains. Les Américains, on va arriver comme ça, ils font pas de cadeaux, hein. Ils descendent, ils piquent sur nous, ils envoient des mitrailles, tout ça. C'était pas des bombes, c'était des grosses mitrailles lourdes. Eh bien, c'est là que je pensais que je serais mort tout de suite. Parce que moi, j'ai de l'imagination quand même, hein. Je me voyais comme ça, je voyais à 15-20 cm tomber les projectiles, des mitrailleuses lourdes là. C'était des gros machins comme ça, hein. Je me voyais ça dans le dos. Les trucs que ça frappe, le sang qui va gicler, enfin, je voyais tout ça comme ça. Et on a reçu des branches sur la tête sciées par ces projectiles-là, des branches, des morceaux de bois qui nous sont tombés dessus. Enfin bref, c'était un truc comme ça qu'on a vécu. C'était le bombardement sur pièce, comme ça. Et on s'est endormi un tout petit peu après. La nuit était donc passée. Et on a profité du bombardement de la flaque qui était là pour creuser un trou avec la cuillère en aluminium. Il fallait s'enterrer un tout petit peu. Alors, on a creusé sous nous, comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment font les taupes. On faisait la taupe, comme ça, avec la cuillère, pour être un petit peu enfui, puis on s'est recouvert des feuilles mortes, qui étaient autour de nous, pour être camouflés. Et puis, on est resté comme ça pendant plusieurs heures. Ça, je m'appelle très bien ces heures-là, parce que je les ai passées à admirer des feuilles mortes. J'étais couché comme ça, sur le côté, la tête, à même le sol.
Et puis, comme horizon, j'avais quelques branches comme ça. Après, pas bouger, on pensait qu'ils étaient là, qu'ils fuient, etc. Et j'avais des feuilles mortes autour de moi et je me suis mis à rêver parce qu'il y avait des feuilles mortes qui étaient belles, il y avait que la dentelure, il y avait plus de pulpe, que des nervures. Ça me faisait penser à un papillon. On est aux ailes d'un papillon, à la broderie, à jouer que faisait ma mère. Enfin, je me suis mis à halluciner. Je pensais que ça va devenir un papillon qui va frémir de ma main, qui va s'envelopper. Voilà à quoi j'ai passé mon temps, à être couché comme ça avec les feuilles mortes sous les yeux. Si bien que ces feuilles mortes me sont restées tellement gravées que je m'en suis servi beaucoup plus tard pour faire des empreintes pour mes gravures et pour mes gouaches. Alors on peut donc faire tout un chapitre sur une feuille morte. Alors qu'on est déporté, alors on est bombardé d'un côté, et là, la Luftwaffe à côté. Voilà. C'est là où intervient autre chose. Et alors là-dessus, la petite brume du matin se dissipe, et puis je vois des silhouettes avancer comme ça vers nous. Donc, on distingue très mal ce que c'est. Puis d'un coup, ils s'approchent, puis ce sont des Luftwaffe en uniforme, avec les fusils. Alors là, on se serre la main avec Coco, parce que ça, on s'était dit, on était couchés tête vers eux. Ils avançaient vers nos têtes, on a levé la figure comme ça, et puis avec ce Coco, on se serre la main, on signe d'ultime adieu, parce que là, pour nous, c'était la balle carrément dans le crâne. Ça a duré quelques secondes, les voilà qui s'approchent, ils nous demandent où nous avons trouvé des vêtements civils. Parce qu'il faut dire qu'en quittant le camp, je me suis procuré pour Coco et pour moi des vestes civiles sans peinture dessus, parce que je n'ai pas parlé tout à l'heure, vous m'avez demandé tout de suite la suite, mais je travaille dans les Kleiderkommando à Buchenwald. Je vais ouvrir cette parenthèse, c'est intéressant quand même. Alors à Buchenwald, je suis tombé malade un petit peu, j'avais des dysenteries, j'ai des problèmes de santé sérieux là-bas, furoncle, tout ça, bon. Faut lire mon livre. Et ils m'ont mis, ceux qui me protégeaient, ils m'ont mis dans les Kleiderkommando, c'est-à-dire c'est le commando qui s'occupait des vêtements, et ça c'était la planque réservée, il y avait des foutus, je ne vais pas dire son nom parce que je crois savoir quel était son nom, mais il y avait des gens qui étaient ministres après la guerre en France, des communistes. C'était la planque pour les top niveaux prominenten. Alors moi j'avais un pot fou là-dedans, mon boulot c'était de trimballer des ballots de triage, on triait les vêtements, coton, toile, laine, etc. C'était ça leur boulot, découdre les doublures pour trouver des pièces d'or cachées, des dollars, etc. C'était leur job. De fouiner dans les vêtements, et après faire des ballots, je transportais les ballots qui partent en Allemagne, dans les usines, je ne sais pas quoi. Et je faisais des portraits là-bas. Et donc, du fait que j'avais cette place très privilégiée, vraiment, je mangeais une soupe chaude là-dedans, il faut dire, hein, j'ai pu me procurer des vêtements civils sans marque. Tous ceux qui avaient du pouvoir, ils avaient en réserve un vêtement sans marque en cas si on veut s'évader ou quoi. Et donc, ils nous ont demandé où nous avons trouvé ces vêtements. Ils nous prenaient pour des déserteurs. Ils étaient déjà des déserteurs eux-mêmes. Alors, Coco, il avait un coup de génie, il dit « Franzosen ». Ah, ça les avait refroidis, Franzosen, ils nous ont pas tiré, bon, ça marchait, c'était fini pour eux, ils savaient que c'est plus la peine de la ramener comme ça. Ils nous ont tendu les fusils avant d'avoir enlevé la culasse, ils ont balancé ailleurs, ils s'en foutaient de leurs fusils, on n'a pas pris leurs fusils, et ils sont partis. Arzo, ah bon, Franzosen, bon, ça ne concernait plus. Ils sont partis, ils nous ont laissés, puis avec Coco, on se regarde, alors on est libre. Là, c'était une chose absolument invraisemblable. Écoutez, ça ne peut pas rentrer dans la tête comme ça. On n'entendait plus la fusillade là, on n'entendait plus les Allemands là, la fusillade s'est déplacée de l'ouest à l'est, donc de ce côté-là c'était libre, il y avait des déserteurs, on est libre. Vous ne vous rendez pas compte ce que ça veut dire, ça? D'un coup savoir qu'on est libre. Alors on se lève, on s'écroule aussitôt, parce qu'on était endolori, on était ankylosé dans tout le corps, on n'a pas pu tenir debout. On s'est écroulé, et puis finalement, on s'est levé, on s'est soutenus l'un à l'autre, et puis on est descendu de cette colline-là. Je raconte tout ça. On est descendu de cette colline-là vers une petite maison, il y avait une cheminée qui était allumée, qui fumait, une petite cheminée, c'était très rassurant. On marche à travers une petite prairie, là j'ai découvert la beauté, de la verdure du printanière. On était en avril. Début avril, vers le 10 ou 9 ou 10 avril par là, puisque le camp Buchenwald était libéré le 10 ou le 11. Mais nous, on était déjà sur les routes avant. Et c'était le printemps, il faisait froid, mais humide. J'ai l'impression que toute l'humidité de la colline était dans mes os. Vous savez ce que ça veut dire, de coucher sur l'herbe, sur les feuilles mortes.
glacé, une nuit en Thuringe, sans couverture, sans rien. Qui peut faire ça? Il n'y a qu'un déporté qui peut faire ça. Et donc on est donc descendu là, j'ai vu cette prairie verte, la première fois que je voyais que c'est vert. Je découvrais la beauté de la verdure. On entendait des oiseaux chanter, mais c'était inimaginable. Et puis des petits tas de pommes de terre par terre. Qu'est-ce qu'ils font là, ces pommes de terre? Alors, comme tout déporté qui se respecte, vite on prend quelques pommes de terre, on les met dans la poche. Parce qu'on a vécu avec une betterave à cochon, à vache, pendant 2 jours et nuits. Une betterave à vache. J'ai essayé de le faire goûter à mon fils, il a craché. J'ai dit, ben, tu sais, mon pote, hein, moi j'ai mangé ça pendant 2 jours. Et sans couteau, sans rien, il fallait monter là-dedans. Et on ramasse des pommes de terre, puis on descend avec cette petite ferme, là, comme ça, en espérant qu'on va se faire cuire les pommes de terre. Et puis il y a un Allemand qui sort, un paysan, mauvais comme tout, avec sa bonne femme, commence à nous apostropher. On demande, écoutez, c'est gentil, cuisez-nous nos pommes de terre. Ils l'ont refusé. Alors Coco a essayé une fois de plus le coup, Franzosen. Parce qu'ils n'étaient pas plus français que moi, mais ils étaient réfugiés belges en France, mais parlaient français. Ça les a pas du tout impressionnés, Franzosen ou pas. On n'a pas réalisé que c'était leur sémaille, leur pomme de terre à eux. Moi, je ne savais pas, je ne suis pas paysan, moi, je ne savais pas qu'en avril, on dispose des pommes de terre en tas sur la terre pour les enterrer après. C'était leur sémaille, ils nous en voulaient à mort. Et je dis à Coco, j'étais pas là, moi, je lui ai dit en yiddish, viens, ils vont nous tirer dessus. J'avais peur parce que pour moi, un Allemand, c'était un type qui était programmé pour sortir un flingue, vous tirer dessus. Et on est parti comme ça vers la route, avec ces pommes de terre non cuites dans la poche. Mais Nathalie, ce que j'ai découvert sur la route, les plus beaux spectacles de ma vie. C'était les plus beaux spectacles de ma vie. Des fils ininterrompus, des chars et des camions américains et des jeeps. On s'est mis de l'autre côté de la route, comme ça, et on les regardait. Ils nous envoyaient du manger. C'était à ce moment-là, j'ai reçu les plus beaux cadeaux de ma vie. Une key ration. Ration K. Ça veut dire que c'est une ration de survie des combattants. C'est gros comme un livre comme ça, enveloppé de paraffine. Je vous décris ce qu'il y a dedans? Oui. Parce qu'un cadeau comme ça, on s'en rappelle. Hein? Il y avait une boîte de corned beef. Il y avait du chocolat condensé, vitaminé, une barre de vitamines condensées, de confiture, de figues, je ne sais pas quoi condensé. Il y avait du fromage, capote anglaise. Il y avait boîte d'allumettes, un petit godet d'alcool à brûler, solide, d'un dépliant pour ça, 5 cigarettes et des allumettes et comble de luxe, du papier hygiénique. Tout kaki. On a ouvert ça, c'est luxe américain quand on a vu ça, mais on tombe du ciel. On avait déjà quelques boîtes de beans, d'haricots avec viande, que les soldats nous ont jetés par les camions, et alors, on a défait ça là, au bord de la route. Tremblait. Les réchauds avec l'alcool, a chauffé la première gamelle, la première boîte de conserve avec des beans, avec la viande, chantilly, con carne. On a mangé ça, on a mangé le chocolat, on a mangé les barres de fruits compressés, mais on était au paradis, on planait comme ça. On se sentait tellement bien. Et puis, on voyait les camions qui passaient devant, les chars, mais au niveau des pots d'échappement, mais la fumée noire des chars, ça sentait bon. On était heureux de respirer cette fumée des chars. Les Américains qui nous faisaient des signes. Il y avait des casques sur la tête, des armes, mais ils rigolaient. C'était absolument incroyable. Puis à un moment donné, il y a, de l'autre côté, dans le sens inverse, nous se dirigeons vers l'ouest, on voit des loin des camions arriver avec un drapeau tricolore. Ils arrivent à notre hauteur, et Coco s'élève, il voit, mais c'est des Français, ils vont en France. Il leur fait des signes pour qu'ils s'arrêtent, parce que l'objectif pour nous c'était d'aller en France, puisque Coco, j'ai oublié de dire tout ça, mais Coco avait sa famille, ses frères et sœurs qui étaient restés en France. Il ne savait pas qu'ils étaient cachés. Ses parents étaient déportés, morts à Auschwitz. Enfin, lui, l'objectif pour nous, c'était d'aller en France. Moi, c'était Paris, parce que je devais faire les Beaux-Arts, c'était programmé comme ça, donc je n'ai pas changé mes projets. J'étais programmé pour faire les Beaux-Arts à Paris, c'était comme ça. Et Coco retrouve sa famille. Alors, ils vont en France, ils vont nous prendre. Il a fait des signes pour faire du machin, du autostop. Il passe, la fiche de nous. Alors, on était dit,
parce que les petits juifs au bord de la route, les locteux, là, et on avait quand même une chose extraordinaire. On marchait pas du lard, comme on marchait une fois. Je raconterai ça une autre fois. On marchait du chewing-gum et on marchait peinard vers Jena. Une ville qui était baignée d'une lumière extraordinaire, des couchers de soleil rouge, c'était magnifique. Mais nous, on était peinards, on marchait à notre rythme. On ne nous disait pas l'eau, Schnell, on ne nous criait plus après. On mangeait des chewing-gums, on avait du chocolat dans la poche. Le bonheur absolu. Et des types, des Américains sans arrêt, dans l'autre sens, qui allaient comme ça. Et nous, on marchait libre sur cette route-là, et en s'approchant de Jena, la première maison qu'on voit, on voit des mecs, des Noirs, des Américains, des nègres. On voyait que le blanc des dents et des yeux. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'avais autant de nègres. J'ai vu dans toute ma vie, une fois un nègre, c'était à Marienbad, une ville d'eau, où il y avait un Américain chanteur qui venait là pour amuser les bourgeois de Marienbad, sur le Kurhof là-bas, enfin l'esplanade avec les kiosques, les seuls noirs que j'ai vus. Je ne savais pas qu'il y avait autant de noirs. Il y avait toute une compagnie que de noirs. Ils pointent leurs mitraillettes sur nous, et puis nous, on lève les bras, puis on avance, quand même, ils ne vont pas nous tirer dessus. Et puis d'un coup, il y a un type qui surgit comme ça, même allure que nous, un ancien déporté sans doute, comme nous, et puis il parlemente avec eux, ils baissent les fusils, on s'approche, ils nous donnent des grandes tapes dans le dos, ils offrent des cigarettes à coco, pas à moi, parce que je faisais trop gamin, et puis des grandes tapes dans le dos, tout ça, enfin bon, on est copains, c'était génial comme tout, et puis bon, voilà, ils nous disent, tu restes avec nous, là, tu restes à la maison. Ils avaient réquisitionné une villa. Tu parles, avec des vrais lits. Il nous a installés là. Et puis alors, le type là, l'autre déporté, c'était un Polonais ou un Slovaque, c'était pas juif. Hein. Il nous a amenés chez sa bonne femme, parce qu'il avait déjà une bonne femme. Une maison un peu plus loin, c'était sa copine, qui était déjà une Allemande, une veuve ou je ne sais pas quoi. Enfin, il n'y avait pas d'homme. Les femmes étaient seules, qui étaient ravies d'avoir un protecteur, un ancien déporté qui avait des relations avec les Américains, la bouffe, les cigarettes assurées, c'était génial pour elle. Eh bien, il nous a confié à cette dame-là, qui m'a donné mon premier bain chaud avec du vrai savon depuis 3 ans. Mon premier bain chaud avec du vrai savon depuis 3 ans. Vous entendez bien? Et elle a nettoyé nos vêtements, elle a brossé nos vêtements, on avait pris un petit peu allure normale, quoi. Et retourné dans cette maison-là, on a passé la nuit, ils nous ont donné leur lit, les militaires américains. C'est pas extraordinaire, ça? À Coco à moi, leur lit, un duvet comme ça, et une couverture en laine qui ferme avec une fermeture éclair. À manger, ils nous regardaient manger, c'était un spectacle pour eux. On mangeait tout ça, c'était... voilà, on a passé la première nuit de ma vie, peinard, tranquille, calme. Toute une nuit dormir, sans être dérangé. Au chaud. Et les ventres pleins. Pas extraordinaire? Et après? Après, une longue histoire à nouveau. C'est jamais fini. Alors après, Coco dit, bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Les Français ne nous prennent pas en stop. Il faut qu'on se démerde, il faut trouver quelque chose. On va aller à vélo. C'est loin. Oh, ben, 1000 km. Je dis, quoi? 1000 km à vélo, ça ne me disait pas grand-chose. Hein. Bon, enfin, puisqu'on n'a pas d'autre solution, alors Coco est allé en ville, chipper des vélos. Et puis moi, je suis allé en ville faire des portraits, puisque moi, tout ce que je sais faire, c'est ramasser. J'avais comme tous les déportés vous le diront, nous, on avait seulement une hantise, savoir faim. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut ramasser le maximum des bouffes, le maximum, pour se préserver de la faim. On ne savait pas que maintenant, c'est un petit peu terminé, tout ça. Ce n'est plus pareil, mais il fallait ramasser. Alors, j'allais dans les campements de l'armée américaine, ah oui, je raconte pas, j'ai oublié de vous dire, que j'ai fait le matin... Au réveil dans la maison, j'ai fait l'inspection du premier étage. Un déporté, ça inspecte les lieux quand même, non? Des fois qu'on trouve quelque chose. Et j'ai découvert des albums Unser Kind. Ils étaient vides. Il n'y avait pas encore des photos dedans. C'était des albums destinés pour des photos pour notre enfant. Et dans un tiroir, j'ai trouvé un petit Kodak avec des pellicules. Je raflais tout ça, des crayons, des couleurs. Et un de ces albums-là me servait de carnet à dessin. Je suis donc descendu en ville, chez les Américains dans les campements, et j'ai proposé des dessins de GI comme ça. Je parle un tout petit peu anglais, un tout petit peu. J'ai appris dans le ghetto. Je n'ai pas raconté ça tout à l'heure, parce que ça aurait été trop long, quoi. Mais ma mère me donnait des leçons de latin et d'anglais pour pas que
je deviens trop mou dans la tête. Il a vendu ses boucles d'oreilles. Enfin, après, j'ai eu les sons sans être payé parce que la fille m'aimait bien qu'il me donnait des sons. Mais ce qui fait que j'avais des rudiments en anglais. Et après Khmer, j'avais fait du commerce avec les Anglais, ce qui fait que j'ai parlé comme ça un tout petit peu d'anglais avec les Américains. Et je faisais des portraits. Puis j'avais une musette. Et puis après, ils m'ont donné une deuxième musette américaine géniale, qui était plus grande. Et j'avais plein de bouffe là-dedans. Et j'allais retrouver Coco au campement des Noirs, là où, à l'orée de la ville, là. Et puis Coco avait déjà chippé des vélos. J'avais bien voulu voir de la gueule de la bonne femme qui sortait des magasins et qui avait pris son vélo. Ça devait être marrant quand même. Alors j'ai dit, pourquoi tu as chippé trois vélos? Mais tu sais, par contre, sur la route, il faut avoir des pneus, des chambres à air, des réchanges. C'était tout prévoyant comme ça. Il a donc prévu tout ça. Et puis je suis retourné au village, une fois débarrassé de mes victoires. Il y avait déjà j'ai déjà rempli de grandes valises prises au premier étage. J'avais déjà de grandes valises pour mettre sur le porte-bagages de vélo, avec plein de manger dedans. Et là, je fais des dessins dans une espèce d'école réquisitionnée. Et puis il y a un monsieur, c'est assez grand, qui s'approche de moi, un gradé, et puis commence à me parler. Me demander qui je suis. Alors je commence à raconter. Il a tout de suite compris que j'étais juif. Il s'adresse à moi en yiddish. Alors c'était un lieutenant de Chicago, Lieutenant Sorgen. Je m'appelais toujours de son nom là. Alors Lieutenant Sorgen me dit, alors qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes problèmes? Alors je lui raconte, il dit, je connais, j'ai déjà visité Buchenwald, Ohrdruf, je sais d'où tu viens. Raconte-moi un peu d'où de tes parents, tout ça, je raconte. Et je dis que mon père a prévu que j'allais faire les beaux-arts à Paris. Il dit, je vois que tu dessines bien, hein. Tu feras un artiste, sûrement. Il me dit, tu sais, mais non, c'est un problème. Tu ne parles pas français, la frontière est fermée, et les Français ne te laisseront pas rentrer. Alors moi, j'ai une idée pour toi, tu restes avec nous. Et puis chez nous, il y a tous les 15 jours, il y a une sélection qui va à Paris en permission pour une semaine. Et nous, les Français, n'ont pas le droit de regarder ce qu'il y a dans nos camions. Donc, ils t'amèneront à Paris directement comme ça. Et évidemment, tu seras habillé comme nous, tu seras comme un Américain. J'écoutais la plus belle symphonie du monde, ces paroles. Être pris en charge par l'armée américaine, un pouilleux comme j'étais là, un locteux, 3-4 jours plus tôt. Qui peut imaginer ça? Être pris en charge. Et là, j'allais de découverte en découverte. Alors, j'ai dit que j'ai mon body à moi, mon body en américain, c'est-à-dire mon copain. Alors, le David, qui est toujours avec moi, il faut que j'aille chercher, il faut qu'il reste avec moi. Ah, tu crois? Je dis, bah oui, on ne s'est jamais séparés. OK, let's go get your body. Il s'est mis dans la Jeep, les pieds sur le bord de la Jeep, à moi derrière, et on va à l'orée de la ville chercher Coco. Et Coco me va arriver dans une Jeep avec des Américains, il se dit, ça y est, il a fait une connerie quelconque, il s'est fait arrêter. Et puis quand ils sont descendus là, voilà, une grande tape dans le dos, hey, you are the body of Walter, tu es le copain de Walter, grande tape dans le dos, et d'un coup il commence à sourire, et quand je lui ai dit quel est le projet, alors il était un peu perplexe parce qu'il était pressé de rentrer en France, ça retardait de quelques jours, mais enfin il était intelligent, il a compris qu'être pris en charge par l'armée américaine, et de toute façon, il ira dans de meilleures conditions en France que peut d'aller sur un vélo. Moi, cette idée me répugnait de toute façon. Hein. Je me serais débrouillé de partir en stop. Enfin bref, il a été pris en charge. On est retourné au campement des Américains. Ils se sont donné un mal fou. Ils ont envoyé une camionnette au supply de Air Force, je ne sais pas où, pour nous trouver des vêtements à notre taille, plus ou moins. C'est un truc que j'ai oublié que ça existe. Chez mes parents, les tailleurs venaient à la maison chez nous prendre des mesures parce qu'on était habillés sur mesure chez nous. À la maison. Parce que mon père ne voulait pas acheter de la confection, les tissus étaient dégueulasses, nous étions habillés en tuile d'anglais. Alors, j'avais l'habitude de ça avant, mais j'ai oublié que ça existe. Là, on a pris soin de nous, des vêtements à notre taille, vous vous rendez compte un petit peu, des chemises, tout. On était petits par rapport aux autres. Les Américains étaient tous plus grands. Je ne sais pas comment ils ont fait pour trouver plus ou moins notre taille. Les manches étaient un peu trop longues quand même, il faut dire. Hein. Les pantalons, ça suffit. On le roulait dans les leggings comme ça se voyait pas. Enfin bref, on était déguisés en Américains. Mais alors, le luxe extraordinaire, c'est là une fierté énorme, un casque. On avait un casque américain sur la tête. Parce qu'en temps de guerre, interdit de se promener en calot. Et là, on était fiers comme c'est pas possible. On était habillés comme eux, on était pris en charge par l'armée américaine. Enfin, c'était le paradis sur terre. Alors, quand j'ai vu comment ils mangeaient, c'était
on allait de découverte en découverte. Il prenait un bol en fer comme ça, il remplissait de cacao, de chocolat, de lait, de sucre. On pouvait couper au couteau ces chocolats à boire. Ils en buvaient quelques gorgées à la poubelle. Il prenait la moitié d'un poulet, il mangeait un petit peu de blanc à la poubelle. Le cocon regardait ça, mais c'est de la folie. Vous vous rendez compte pour un déporté de voir ça comme on gâche de la nourriture. Et puis je me suis dit, comment on va faire pour vivre avec ça? On est des affamés. Je me suis dit, il faut que je fasse pareil qu'eux. Il faut que j'apprenne à mépriser la nourriture, sinon je vais trimballer tout ça avec moi pendant combien de temps encore? Et première fois, j'ai jeté de la nourriture américaine, je regardais à droite, à gauche, pour pas être surpris de jeter de la nourriture qu'ils m'offraient gracieusement. Parce que j'avais conscience d'être comme un invité un petit peu, ou toléré. Alors je regardais à droite, à gauche, balancer en vitesse, pour pas qu'on me voie, mais j'avais envie de faire les mêmes gestes qu'eux. Balancer. Pour un déporté, balancer de la bonne nourriture, il n'y a que des déportés qui peuvent comprendre ce que ça veut dire. Hein. Annelise Stern, dans son livre, termine... Vous connaissez Annelise Stern, qui est psychanalyste, qui a été déportée. Annie comment Annelise Stern. Stern. Non, je ne connais pas. Bon, c'est une psychanalyste, mais elle a été déportée et elle finit son livre en parlant d'une tomate. Elle a la vision d'une tomate qui roule par terre et elle finit en disant une tomate qui roule par terre, mais vous vous rendez compte? Et c'est vrai que pour un déporté, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Est-ce que le contact avec les Américains vous a permis de vous rééduquer, comme vous dites, plus vite? Rééduquer, enfin, vous réinsérer. Non, je n'aime pas le mot rééducation parce que ça me fait penser au camp stalinien oui. et des Mao Tse-tung, la rééducation, ou même les camps du Viet Minh pour les prisonniers français pour la guerre du Vietnam. Donc la rééducation, personne s'était chargé de ma rééducation, si ce n'est que moi-même. Mais j'étais pris en charge par des gens sympathiques, des gens bien, qui m'aimaient bien, les capitaines m'aimaient bien, j'avais que des copains, que des amis là-dedans, et comme j'étais habitué à être entouré par beaucoup d'amour quand j'étais gosse, dans la maison, j'avais des parents qui m'aimaient, et j'avais toujours besoin quand même. Et quand on m'aimait pas, ben, ça glissait quand même. Ça glissait sur mon dos, je m'en fous. On m'aime, c'est bien, on m'aime pas, je m'en fous. Et racontez-nous votre arrivée à Paris, alors. C'est pas encore. Pas encore, alors. Vous êtes pressé? Non, pas du tout. Non, avec cette armée américaine, là, on était comme un oiseau sur la branche. On allait depuis la Thuringe jusqu'en Autriche. Et en Autriche, quand on est arrivé, on a longé les Danubes, tout ça, évidemment. Moi, j'ai vu, pour moi, le Danube bleu, les beaux Danube bleus, c'est ma mère qui jouait ça au piano pour mon père. Je me voyais comme ça, le Danube bleu. Là, j'ai vu une masse d'eau un peu brunâtre, avec des bêtes ventre en l'air. Des branches, tout ça, c'était pas ni beau ni bleu, le Danube. Mais enfin, on arrivait en Autriche, c'était une petite ville qui s'appelle Ried, et c'est là que arrivé le 8 mai, donc jour de la Victory Day. C'était absolument génial ces jours-là, tout le monde était sous, tout le monde avait le droit de boire des whisky, sauf ceux qui étaient de garde, tout le monde était rond. Et puis c'est à Ried, comme il est resté quelques jours, que j'ai réalisé mon premier portrait à l'huile, parce que je me suis promis, pour remercier l'armée américaine, de faire des portraits du capitaine ou du lieutenant, un vrai portrait à l'huile. Je n'ai jamais fait de ma vie. Parce que je ne vous ai pas raconté. C'est une chose extraordinaire. Je retourne un tout petit peu en arrière, avant qu'on quitte Weimar et Jena avec l'armée américaine, où il y avait ces lieutenants machin. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as besoin comme matériel? Vous voyez, moi j'ai écrit un livre, c'est pour ça que c'est long, parce que j'ai beaucoup de choses à raconter, mais ils ont quand même un intérêt. Et alors, il m'a dit, lieutenant Sorgent, qu'est-ce que tu as besoin, est-ce que tu as besoin du matériel, puisque tu es un artiste maintenant? Je dis oui, moi j'ai besoin du matériel, mais il y a Weimar, c'est sûrement une grande ville, il y a sûrement une petite école, il y a peut-être quelque chose. Il dit, let's go. Il prend le chauffeur, la Jeep, let's go à la mairie. On arrive à la mairie, il y a les plantons en bas qui saluent militairement, les Américains, et puis tous les escaliers monumentaux, c'était une école, un truc extraordinaire. Il y avait partout des Allemands, des prisonniers de guerre. Et on arrive dans le bureau du maire, et le maire, je mélange les pédales, c'était l'école des Beaux-Arts qui était comme ça. On arrive d'abord dans le bureau du maire, il dit, voilà, on a besoin du matériel des peintures. Le maire, très arrogant, dit, comme ça, ne l'intéressait pas. Alors le lieutenant Sorgent, hyper patient, il met les mains au colt, là, comme les cow-boys, là. L'autre blémie, il pensait que les Américains étaient comme des Allemands qui tuaient pour la vie, pour la noce. Mais il a mis la main au colt comme ça, pour l'intimider. Il adore, oui. D'un coup, il se lève, etc. Il y a une école des Beaux-Arts. Sorgent le prend par la revers de la veste, comme ça. Ah, let's go.
il le trimballe à travers l'escalier, le fout dans la Jeep à côté de moi. Il dit à l'école des Beaux-Arts. On va à l'école des Beaux-Arts. Et là, effectivement, il y a une bâtisse extraordinaire, genre 19e siècle, très belle. Hein. L'école des Beaux-Arts de Weimar, c'est pas rien. C'était une très grande ville culturelle. Et là, il y a un escalier monumental qui mène vers les ateliers là-haut. Et puis des Allemands, des prisonniers de guerre qui traînent partout par terre, qui nous regardaient comme ça. Et puis je monte là-haut et je trouve un atelier de peinture. Un vrai atelier avec des vrais chevalets, avec des caisses, avec du matériel. Il y avait tout le matos qu'on peut imaginer. Et alors je répare une caisse à munitions en bois, qui était une caisse à grenade, je sais pas quoi. Et tout ce que je trouve comme peinture à l'huile, des tubes, des bouteilles d'essence, de l'huile, des pinceaux, tout ce que je peux trouver, j'empile là-dedans. Et puis bon, ben, je m'apprête pour la soulever, parce que c'était trop lourd, je n'arrivais pas. Alors Solgen qui appelle le maire. Il faut essayer de prendre le maire qui blêmit, qui doit se baisser, qui doit prendre la caisse. Et moi, je reste comme ça, les pieds. Mais quel plaisir, cette image, voir cet arrogant maire. Entre parenthèses, le maire s'est fait fusiller par les Russes plus tard. Il paraît que c'était un très grand nazi. Les Russes l'ont fusillé après. Alors, ce maire qui descend, monsieur le Burgmeister, il descend la caisse comme ça, Solgen lui fait poser dans la Jeep, il dit, mettons, fous le camp, il lui dit. On rentre dans la Jeep, puis on s'en va. Et donc ces matériels-là, je les trimballe depuis Weimar jusqu'en Autriche avec moi. Et là, en Autriche, je me suis dit, ah, maintenant, je vais quand même enfin réaliser ce que je me suis promis de faire, pour le remercier. Et je trouve un bout d'isorel, comme ça, assez grand, et je dis à Solgen, maintenant, je vais faire votre portrait. Il dit, ah, non, non. Il faut respecter l'hiérarchie. D'abord, tu dois faire le portrait du capitaine. Moi, après. Mais ça, il faut respecter le capitaine. Je dis, d'accord, capitaine, je présente mon projet. Ça vous intéresse tout ça? Ah oui, bien sûr, oui. Je présente mon projet au capitaine. Alors, très flatté, très OK. Il se déguisait. Alors, il a mis son Eisenhower jacket, avec des dorures partout, tout ça, qui n'est pas une tenue de combat. Hein. Il a quand même mis son casque avec les deux barres en argent qui indiquent son grade. Et puis il l'a posé comme ça. Et moi, j'ai peigné à l'huile. La première fois, lui, il ne savait pas, heureusement. La première fois que j'ai peint à l'huile un tableau, puis ça marchait bien. Et Solgen, de temps en temps, comme ça, il venait sur la pointe des pieds, voir un petit peu comment ça progresse. Et très respectueux, puisque c'est un artiste. Hein. Beaucoup de respect, il me regardait travailler. Et puis après, le portrait était fini. Le capitaine était très content. Oh, wonderful, etc. Il a envoyé le portrait à sa femme en Amérique. Eh bien, ce capitaine américain, il m'a offert, pour me remercier, ma première montre bracelet de ma vie, qu'il a acheté dans un PX, c'est-à-dire duty free pour l'armée. Il m'a acheté une montre spécialement pour moi, et puis il m'a offert. C'est pas extraordinaire? Et après, j'ai fait le portrait de Solgen. Alors lui, comme c'est un juif de Chicago, il n'a pas posé avec un casque, il a la chemise ouverte, un stylo à la main, il a pris une position d'intellectuel, quoi. Ressemblants tous les deux. Vers la France? Non, c'est pas encore. Voilà. Enfin, je ne vais pas vous raconter toutes ces vacances extraordinaires, parce que je suis resté quand même presque 3 mois avec cette armée américaine, mais c'était des vacances. Mais c'est les plus belles vacances de ma vie. Mes vacances avec les parents, avec les poneys, Marienbad, c'était des vacances d'enfants. Mais là, c'était des vacances des grands garçons. Ma première expérience amoureuse, je l'ai fait à Ried avec une jeune Autrichienne qui était belle, qui avait des yeux bleus, qui avait des notes blondes. J'ai vécu un truc que je ne croyais pas que ça m'arriverait un jour. Parce que quand on est jeune homme, comme ça, quand on a 17 ans, on gamberge dans la tête, on a des désirs. Et là, j'ai réalisé tous mes désirs. Tout ce que je voulais réaliser, j'ai réalisé. J'ai même réalisé mon désir. Il y avait une compagnie des cavaliers hongrois, la cavalerie hongroise, qui stationnait tout près de notre campement là-bas et qui attendait la permission pour rentrer chez eux avec une cartouche de cigarettes Lucky Strike. J'avais un cheval pour moi pour toute la journée. Un cheval de la cavalerie hongroise avec une vraie selle en cuir. Bon, ils se sont marrés comme des bossus quand ils m'ont vu. J'avais peur, je ne suis jamais monté sur un grand cheval. J'avais vraiment peur. Enfin bon, je pensais qu'ils ne se sont pas aperçus, mais ils se sont bien aperçus. Un vrai cavalier hongrois, un petit con qui ne sait même pas monter à cheval, il a fallu qu'il m'aide pour monter sur le cheval. L'humiliation, hein. Mais je m'en foutais pas mal. À travers la campagne sur un vrai cheval. Je faisais le cow-boy comme je voyais dans les films. J'avais un pistolet accroché sur le côté, j'avais un petit fusil Mauser, et je me prenais pour un cow-boy, j'avais du cheval. Mais j'ai tout vécu pendant ces 3 mois. Et cette armée américaine, donc, m'a amené jusqu'en Bavière.
Tout ça, je raconte dans le livre parce que c'est un chapitre très important. On a vécu toutes sortes de choses assez extraordinaires. Il y a des raccourcis que je développe là-dessus, mais je peux pas ennuyer ceux qui m'écoutent là parce que c'est peut-être pas l'essentiel qui les intéresse parce que bon, les plaisirs d'un gamin qui sort des camps, ça existe et c'est pour ça que je l'écris. Parce que c'est une thérapeutie pour reprendre, j'ai pas fait exprès, je ne savais pas que c'était ma thérapeutie, mais c'était la mienne. Pendant tout ce temps-là, je voulais aider l'armée. Je gardais un petit peu des prisonniers, tout ça, j'ai fait le con, je me suis fait engueuler parce que je voulais en descendre un. Et les Américains m'ont dit, mais ça se fait pas, qu'est-ce que tu voulais faire? Mais la même chose qu'ils nous faisaient à nous. Une espèce de petit con qui m'a dit, en anglais, en américain, hein. C'est pour ça qu'on est venu leur faire la guerre ici. Alors, c'était ma première leçon de démocratie. J'ai compris que les Américains, c'est pas des Allemands. On ne tue pas comme ça. Et Solgen m'a dit, non, toi tu t'occupes pas de ça, tu t'occupes pas de ça, tu charges pas les camions avec les jerrycans, toi tu dessines. Tant que ta mémoire est bonne. C'est un coffret dans ta mémoire. Alors j'avais mon album Unser Kind, que j'ai d'ailleurs déposé au musée de Hagetaot, le Lohamei Hagetaot en Israël, en Galilée. C'est un musée qui est consacré à la résistance. Et je donc tout donné tous ces dessins là-bas, mais lui il m'obligeait à dessiner sans arrêt, et moi ça m'emmerdait. Moi je voulais c'est les fusils, moi ce que je voulais c'est emmerder les Allemands. J'avais des comptes à régler quand même. Enfin, j'avais plusieurs fois d'occasion de les emmerder parce que j'étais chargé d'aller en éclaireur pour réquisitionner les écoles où à Ritz c'était un couvent. Et c'était moi qui partais les premiers avec une section pour nettoyer les lieux. Et j'étais chargé des prisonniers de guerre. Alors croyez-moi que ils chômaient pas pour nettoyer le locaux. Hein. Il fallait que ça soit nickel, hein, qu'on puisse manger par terre. Tellement c'était pas parce qu'ils m'ont appris à travailler. Alors j'aurais transmis mon savoir. Ils en ont bavé avec moi, mais tout ce qu'ils me demandaient, c'est dessiner. Ça me barbait, je dessinais quand même, et je suis heureux, et je suis reconnaissant à Lieutenant Solgen de m'avoir obligé à dessiner, parce que grâce à ça, il reste des choses. Est-ce que le dessin a été une thérapie pour vous ou plutôt une souffrance? Les psychanalystes disent que oui, moi je m'en fous. C'est pas une souffrance. Ça n'a pas été une souffrance? Non. Je sais que pendant 2 ans, après la guerre, quand j'étais en France, j'ai fait plusieurs tableaux sur la déportation, mais personne ne m'a demandé à les faire. J'ai souvent surpris un regard avec pitié, commisération, et des gens qui regardaient ça. Je sais très bien ce qu'ils pensaient. Maintenant, je sais. Avant, je faisais un peu attention, mais après, j'ai arrêté de dessiner parce qu'ils me regardaient avec trop de pitié, ça m'énerve. Quand vous êtes arrivé en France, vous avez ressenti de la pitié chez les gens? Ouais. Commisération, pitié, et autre chose aussi, hein, reproche. J'ai connu des gens qui ont perdu des proches à eux, ou des enfants à eux qui ne sont pas revenus, et c'était un petit peu comment tu as fait. C'était suspect. Nous, les déportés qui avons survécu, on était suspects. C'est louche, comment ça se fait que lui est vivant? Il y a quelque chose. Et ça, c'était pas mentionné, c'était pas dit clairement, mais on le sentait. Ce qui fait que les déportés, pendant 10, 15, 20, 30, 40 ans, n'ont pas voulu parler. D'abord, on voulait oublier, on voulait vivre la vie comme tout le monde. Ça n'a pas marché beaucoup, parce que c'est pas vrai. On a vécu comme tout le monde, mais on marche quand même. Il faut pas se faire d'illusions. Moi, je suis persuadé, j'ai partout été, j'étais admis à l'école des beaux-arts, j'étais partout, mais en fait, j'étais un touriste partout. J'étais pas un vrai Français, j'étais pas un vrai Juif là, j'étais pas un vrai ceci. On traverse la vie comme ça, comme un touriste, si on en est conscient. Et les déportés en particulier, ils étaient perçus comme des martiens. Il paraît. Moi, j'ai pas vu. Moi, il y a une famille qui voulait que je marie avec leur fille, donc je peux pas en parler pour moi, parce que faut dire, j'étais très beau gosse quand j'avais 18 ans, j'avais beaucoup de succès. Je plaisais beaucoup aux femmes et aux filles. Non, mais j'avais du succès parce que j'étais beau, quoi, j'étais marrant, quoi, et tout. Mais il paraît qu'on fermait les filles à double tour quand on déportait se pointait, parce qu'on ne sait pas ce qui trimballait avec lui. C'était des gens louches, des gens. Faut se tenir un petit peu à distance. Faut les aider si on peut, mais pas s'embarquer plus loin que ça. Vous faisiez peur, en fait, les déportés faisaient peur. On venait d'outre-tombe. Nous avons vu vraiment l'enfer, alors que les autres ne voulaient pas le voir. Mais ils avaient bien raison, d'ailleurs. Et en France, vous êtes arrivé où?
Je suis arrivé à Paris, donc place des Invalides, en juin, toujours en juin, ça se passe, avec l'armée américaine. Et là, ils ont débarqué de la Jeep, mon sac avec mon matériel, ma caisse de munitions avec mon matos. Et puis, on s'est fait le salut militaire. C'était pas nécessaire, mais enfin, on voulait un petit peu, encore être un peu américain pendant quelques minutes, quoi. Parce qu'on avait gardé nos vêtements américains, on n'avait rien d'autre. Et je suis allé donc avec Coco dans une famille, les Monzins, rue de la Cépée dans le 5e, qui nous a hébergés pendant des jours. Après, rue Vauquelin, qui est maintenant devenue une école rabbinique. On était là, et puis après, on est descendu dans le midi, retrouver sa sœur et ses frères qui étaient cachés par les éclaireurs israéliens de France. De Coco, je parle de Coco, oui, hein. Ses frères et sœurs étaient cachés là-bas. On est allé à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Alors, je passe le reste de l'été là-bas. Cette maison était tenue par le couple Simon, et notamment Madame Simon, qu'on appelait Chata, qui est un personnage célèbre. Je dis exprès ce nom, je prononce Bouli et Chata ici devant vous, parce que je voulais que ce nom résonne encore dans les oreilles des gens, parce que ce sont des gens extraordinaires qui ont caché et sauvé beaucoup d'enfants juifs pendant la guerre. Ils ont placé ces enfants dans des institutions catholiques, protestantes, etc., par un préfet résistant de Toulouse, obtenu de faux papiers. Enfin, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour sauver beaucoup d'enfants. Les Boulis et Chata-Simon à Moissac. Donc j'ai passé mon été chez eux, toujours en touriste évidemment, puisque je voulais pas faire partie des enfants pris en charge par des organismes. J'ai toujours une allergie à tout ça. Donc je suis toujours resté un libre arbitre de mes mouvements, et j'étais embrigadé nulle part. Et je suis arrivé à Paris avec Jouff. On a trouvé un petit logement rue de la Cépette dans le 5e, un petit machin, un petit studio comme ça. Et puis je me suis inscrit aux Beaux-Arts. Je suis allé aux Beaux-Arts voir les patrons, Narbonne, qui s'appelait Beaux-Arts, avec mon carton de dessin sur la déportation. Et j'étais admis à l'atelier directement. Je n'étais pas obligé de passer par les cours préparatoires avec mes dessins. Mais je pense que le fait que j'étais déporté, que j'arrivais avec une tenue américaine, ils ne pouvaient pas m'envoyer avec des jeunes veaux et des jeunes connasses dans les cours préparatoires. C'était plus de mon âge, tout ça. Je n'avais que 18 ans. Tous les autres, ils avaient 18 ans aussi, mais en réalité, j'avais un siècle de plus. Je n'avais pas supporté ça. D'ailleurs, quand ils ont voulu faire les bizutages, pour les nouveaux, puisque c'était un nouveau, quand ils s'approchaient de moi, je donnais des coups, puis ça s'est vite arrêté, parce que je ne pouvais pas être traité comme un gamin de 18 ans. Je n'étais plus 18 ans. Et là, je suis donc resté aux Beaux-Arts, mais parallèlement, je faisais des décors de théâtre. On a monté une troupe de théâtre juif. On a monté beaucoup de pièces très importantes qui ont du succès. Et j'ai fait donc les décors pour ces pièces-là, les Dibouk, et notamment une pièce qui s'appelait La colline de la vie, en hébreu, Tel Chai. Tel Chai, ça veut dire colline de la vie, c'est-à-dire un kibbutz en Galilée qui était assiégé par les Arabes dans les années 20. Et tous les kibbutz étaient exterminés par les Arabes, qui étaient plus nombreux, bien armés, mais les gens du kibbutz ne voulaient pas se rendre. Et puis les Arabes, parce qu'il y avait une politique qui était assez bizarre à l'époque. Les Arabes vendaient leurs terres le jour et ils venaient tuer les gens la nuit pour récupérer les terres. C'est pas du bon business comme ça. Les affaires ne traitent pas comme ça. Mais enfin, ils les traitaient comme ça. Et nous, on a monté cette pièce-là, et ça représentait la mort des Trompeldor. Et ben, les Trompeldor, c'était plutôt les révisionnistes de droite. Moi, je savais pas tout ça. Moi, je connaissais pas droite, gauche. Pour moi, les Juifs, c'est des Juifs, les Arabes, c'est des Arabes, les Français, c'est des Français. Pour moi, je fais pas le détail. Et donc, on a monté cette pièce-là. Si aujourd'hui, on devait monter une pièce comme ça, c'est absolument impensable. Impensable en France de monter une pièce comme ça. Il y aurait des émeutes. Et puis, aucun comédien n'oserait monter sur les planches dans un théâtre avec une pièce pareille parce qu'il y aurait des grenades. Mais nous, ça se passait en 1947. Et notre projet, c'était quoi? C'était faire comprendre au public, notamment au public juif, mais c'était aussi au public non juif, puisque moi, je jouais ça à Édouard VII, à la Bruyère, c'était des vrais théâtres. C'était pas des machins d'occasion. Hein. Et on voulait faire comprendre la nécessité du combat en Israël pour l'indépendance. Pour nous, c'était la priorité des priorités. Moi, je voulais aller me battre là-bas, comme beaucoup de mes copains, comme Moniek, du ghetto, qui est donc devenu chef de brigade. Je voulais me faire battre parce que c'était mon truc. J'étais militaire dans l'âme, quoi. Si je n'étais pas peine, je serais devenu commandant en Israël et j'avais fini ma retraite comme général d'armée.
de toute façon. Mais enfin, bon, parce que moi, je suis toujours général dans ce que je fais, quoi. Mais le type de la Ghana m'a dit ici à Paris, toi, tu nous es plus important ici, tu restes ici. Et voilà comment je suis resté. Sinon, je serais parti là-bas. Parce que je me suis occupé de ces théâtres, j'ai fait la régie, tout ça. Et quand on est parti en tournée en Hollande, en Belgique, c'est moi qui m'occupais de tout. J'avais le sens de l'organisation comme un vrai Ashkenaz, quoi. Doué pour ça. Il y avait beaucoup de gens qui regardaient cette pièce. Ah oui, c'était un succès à l'époque. En 47, il ne faut pas oublier, il y avait Guy Mollet au pouvoir, il y avait Léon Blum, que je connaissais, que je rencontrais. Je raconte longuement mon aventure avec Léon Blum dans sa maison à Juan-Josas. Je fais son portrait. Et la France, à l'époque, était favorable à la naissance de l'État d'Israël. Ce qui fait que j'étais bien dans mes pompes, j'étais à ma place. Pourquoi est-ce que la France était favorable par culpabilité ou... Je ne sais rien. Une fois de plus, je ne suis pas historien. Tout le monde peut savoir pourquoi et comment, et ce n'est pas la peine de le dire. La France était favorable à la création de l'État d'Israël à l'époque. La France, parce que ceux qui étaient favorables n'étaient pas des collaborateurs. À l'époque, les socialistes faisaient bon ménage avec les travaillistes israéliens. Alors, il y avait aucun problème de ce côté-là. Maintenant, il y avait peut-être la politique arabe était peut-être, je ne sais pas aussi affirmée, ou n'avait pas les mêmes raisons, où il fallait peut-être emmerder les Anglais un tout petit peu. Il y avait sûrement de ça aussi. Or, comme les Juifs se battaient là-bas contre les Anglais au départ, peut-être, je ne sais pas. Encore une fois, c'est pas mon rayon. Et quand vous êtes revenu en France, est-ce que vous avez subi un... Je ne suis pas revenu, je suis venu. Pardon, parce que je ne suis pas parti de France. Oui, c'est vrai, vous n'êtes pas parti de France. Non. C'est ce qui fait l'originalité de... Ça fait, pas l'originalité, ça fait aussi le malheur, parce que si j'avais été déporté de France, j'aurais eu un tas d'avantages comme les anciens déportés de France, alors que je n'en ai pas aucun. Donc la prochaine fois, il faut se faire déporter de France. Hein. Et vous n'avez plus du tout eu de nouvelles de votre mère et de votre frère Bon, alors ma mère... j'ai sauté dessus un tout petit peu brièvement, mais mon frère, j'ai appris par une carte postale de mes grands-parents, qui eux aussi étaient exterminés dans des camions quelque part là-bas en Pologne, que mon frère a été assassiné avec ma demi-sœur en Slovaquie. Ça, je l'ai appris dans le ghetto. Dans le camp, au bout de quelques jours, il y a un groupe qui est arrivé d'une ville voisine, où ils ont liquidé le ghetto. J'ai demandé, est-ce que tu as vu ma mère? Oui, je l'ai vue. C'était triste comme tout. Comment? Elle marchait avec nous sur la route pour s'évader. Elle s'est échappée du ghetto sur la route vers Benzine. Il a été poursuivi, ils l'ont tué à bout portant. Et laissé dans un fossé. J'ai appris à Brechamer ça. Donc je savais, après ça, je n'avais plus personne, je n'avais qu'une photo. J'avais la photo d'Epaula, c'est la seule chose qui me restait. Et je voulais absolument la revoir. Et c'était un moteur qui m'a donné un punch formidable. Je voulais vivre l'amour avec Paula. Chose que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Et la photo de Paula, vous l'avez laissée... Pardon? La photo de Paula, vous l'avez laissée... Elle est chez moi. Ah, vous l'avez récupérée? Elle est dans le livre. Oui, d'accord. La photo que j'ai récupérée, c'est le résistant belge à Buchenwald qui m'a récupéré la photo. Et puis quand il a vu mon astuce, il m'a dit, faut que je raconte ça aux copains, ça peut servir. C'est vachement intéressant comme truc. Alors, j'étais fier, je suis devenu rouge parce qu'un compliment d'un vrai résistant pour un petit comme ça, c'était quand même formidable. Et alors, qu'est-ce que vous voulez savoir encore? Et en France, quand vous êtes venu en France, pardon, est-ce que vous avez subi l'antisémitisme ou pas? Est-ce que vous avez senti quelque chose? Non. Non. Pas du tout. C'est une découverte relativement récente. Ah oui? Oui. J'ai appris un tas de choses sur les collabos, sur tout ça. Tout le monde n'était pas résistant en France, ça je l'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses, évidemment. Je ne suis pas étanche, hein. Je sais tout ça, mais moi, personnellement, à l'école des Beaux-Arts, je sentais que j'étais un touriste, que j'étais un d'outre-tombe. Je ne faisais pas partie de la bande. Écoutez, il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait des types des jeunes qui venaient à l'école des Beaux-Arts en Prince de Galles, avec une chemise blanche, des boutons de manchette, pour faire de la peinture. Et moi, je suis venu avec des vêtements américains, et comme c'était, au bout de quelques mois, c'était plus tellement chic d'être habillé en militaire, alors j'avais pas de sous, j'ai fait un de mes vêtements américains en tête des nègres, ou en bleu marine, pour pas que ça soit au noir. Les noirs, c'était très pratique parce que quand c'était sale, ça se voyait pas. On n'avait pas de salle de bain, ni de douche, ni rien du tout. Hein. J'allais laver mon linge dans les douches municipales, je donnais une petite pièce de plus au gardien, il me laissait un petit peu plus sous l'eau pour que je puisse laver mon linge.
C'est comme ça que je lavais mon linge. Alors, on était très pauvres, j'en sentais sûrement mauvais, parce qu'on n'avait pas, on n'allait pas souvent dans les douches. On allait une fois par semaine, parce que ça coûtait quand même 5 francs d'époque. C'était la misère. Alors, les petits bourgeois et bourgeoises de l'atelier des Beaux-Arts, ils faisaient la fête, ils faisaient des surprises parties. Je n'étais jamais invité, moi. Mais ce n'était pas par l'antisémitisme. J'étais un truc à part. J'étais pas dans ces moules-là. J'étais fauché, mal habillé. Quand je dis probablement je sentais mauvais, j'avais rien. Donc c'était une contestation permanente. Et d'ailleurs, il y avait un autre type qui était dans l'atelier en même temps que moi, c'est Bernard Buffet. Il était pareil que moi, il était fauché, mais archi fauché. Il avait aussi un survêtement américain, et bien il ne faisait pas partie des fêtes non plus. Et ça l'a dégoûté, il a quitté l'atelier très vite. Moi, je suis resté beaucoup plus longtemps que lui, parce que j'avais besoin des labels étudiants. Avec les labels étudiants, j'avais droit à des cartes de restaurant, des tickets de restaurant. J'avais droit à des tickets de restaurant avec réduction, puisque j'étais un type qui a souffert pendant la guerre. Et j'avais une petite bourse. Après, les Américains m'ont donné une bourse. Alors, c'était une bourse qui était plus intéressante. Pardon. Mais j'avais besoin du statut étudiant. Bernard Buffet a trouvé un marchand, je crois très tôt, un bon marchand qui s'est occupé de lui, et bon, il n'y avait plus besoin des Beaux-Arts. Mais l'antisémitisme, on ne le sentait pas à l'époque, non. Ceux qui étaient antisémites, évidemment, il n'était pas question de le montrer. Et ceux qui n'étaient pas antisémites n'avaient pas de problème. Et l'interdit de l'antisémitisme, ça a duré très longtemps. C'était devenu à la mode que récemment, depuis les intifadas, depuis une certaine politique, peut-être quand même du gouvernement français, quel qu'il soit, hein, qui est pro-arabe, qui fait la cour aux Arabes. Et aux prochaines élections, quelqu'un qui va se pointer, vous me demandez de voter pour moi, je dirais, allez donc demander aux Palestiniens de voter pour vous. Puisque vous les choyez tellement, ben, ils vont voter pour vous. Et est-ce que vous éprouvez de la haine? Hein? Est-ce que vous éprouvez de la haine pour les Allemands? Pour les Allemands? Oui. Alors, moi, j'ai fait un distinguo très simple. Je suis retourné plusieurs fois à Buchenwald, là-bas, pour faire des conférences. Je ne vous ai pas raconté une chose assez extraordinaire. Je vais raconter encore, si vous voulez. Il y avait à Buchenwald, en 93, ils ont décidé de faire un concours pour faire un monument à la mémoire des 10 000 Juifs assassinés à Buchenwald. Et moi, j'ai vent de ces concours internationaux, et je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'attirait toujours vers Weimar, vers Buchenwald. Cette espèce de promesse que je fais de témoigner, tout ça. Je me suis dit, tu dois aller voir ce qui se passe là-bas. Et j'ai donc fait une maquette que j'ai envoyée pour le concours. Et il y avait un jury qui s'est réuni. Et moi, mon sujet, c'était un musulman debout qui serre contre son cœur un Magen David fabriqué avec des bouts de bois. Et puis un trou béant qui éclate dans le dos, c'est comme une blessure, comme un obus qui vous traverse le corps. C'était la blessure du peuple juif. Bon, mon type était debout sur un socle. Le socle représentait les 12 tribus juives, des peuples juifs. Parce que le programme d'Hitler, c'était de détruire la nation juive. C'était pas de l'antisémitisme, c'était la nation juive. La nation juive, c'est 12 tribus. Alors j'ai fait ça comme ça, et c'était ça mon idée. Mais ils ne voulaient pas d'un juif debout dans ce camp-là. Là-bas, tout est rasé. Les baraques sont rasées, tout est plat. Ils ont choisi comme un artiste qui a eu comme projet une fosse, dans laquelle fosse on a empilé des pierres de la carrière de Buchenwald, de Ettersberg, là-bas. Et puis autour, ils ont fait des inscriptions, la mémoire des Juifs, etc., qui ne fait pas plus haut que ça en ciment. Des lettres hébraïques en allemand, en anglais, en hébreu. Mais c'est idiot parce que là-bas, quand il neige, au bout de 10 minutes, on ne voit plus rien. Et il neige beaucoup en Thuringe. Alors, c'est un petit peu à l'esbrouf, ça passait à l'as, mais comme mon projet a beaucoup plu, mais ils n'ont pas voulu, mais non, il a plu, donc ils ont créé un prix spécial pour moi, et avec engagement de les commander pour les musées, en taille réduite. Alors, je l'ai fait, et c'est là, il n'y a que moi qui arrive des trucs pareils. Hein. 50 ans, jour pour jour, après, donc avril 95, j'ai quitté Buchenwald, avril 95, la désinfectionskammer, là où je pensais que c'était une chambre à gaz, est devenue le musée d'art de Buchenwald. Et là-dedans, on m'a fait pour le 95e anniversaire une rétrospective des tableaux qu'on est venu chercher à Paris et inaugurer mon musulman en bronze, qui est toujours là-bas. En taille réduite, je n'ai pas fait cadeau du socle de 12 tribus.
ça c'est pour moi, ou pour les miens. Ça ne sera pas Buchenwald. Donc il est là debout avec son Magen David dans le musée, et dans le musée où je croyais périr gazé, 50 ans plus tard, en rétrospective, je suis arrivé à Buchenwald, à Weimar, en VIP, dans le Hilton, avec les ministres, avec tout le monde. Enfin, c'était une revanche. Non, mais c'est incroyable. Hein. Alors, moi, j'ai un problème avec les Allemands qui est très simple. C'est-à-dire que je n'ai pas. Tout Allemand qui a mon âge ou qui est plus jeune que moi, je n'ai pas de contentieux. Et tout Allemand qui est plus âgé que moi, je ne lui serre pas la main. Parce qu'il a peut-être du sang-jupe sous la main. C'est aussi bête que ça. Tout Allemand qui est plus âgé que moi, méfiance, donc je ne vais pas avoir affaire à eux, je ne sais pas. Maintenant, je ne vais pas porter de la haine à des Allemands plus jeunes, parce qu'ils sont pour rien. Moi, j'ai l'expérience, autant que juif, on nous reproche depuis 2000 ans d'être déicides. Alors que nous n'avons tué personne, c'est les Romains qui ont accroché un type, qui est un juif d'ailleurs, sur un instrument de torture romain. Mais on nous emmerde avec ça depuis 2000 ans. Alors je vais emmerder les Allemands qui sont pour rien, je ne vais pas faire la même chose. Et sans parler que je connais beaucoup de jeunes Allemands qui sont traumatisés autant que des Juifs. J'aimerais bien qu'il y en ait en France autant de traumatisés, ou un petit peu moins, mais qui prennent conscience que les Français ne sont pas tout blancs dans cette affaire-là. Le peuple français, je veux dire, pas dans sa majorité, mais il y avait quand même un peuple qui était derrière Pétain. Ils étaient tous contents de l'avoir, le Pétain. Presque tous. En 94, vous avez fait... Parce que, pardon, il y avait des résistants français. J'en ai connu des résistants à Buchenwald. Des gens absolument extraordinaires. Heureusement, il y en a encore quelques survivants. Ce sont des gens merveilleux. Ils étaient communistes les trois quarts du temps, ou des droites, ou de l'extrême droite, des nationalistes, mais des Français qui étaient contre les nazis, qui ont lutté. La droite française était la première à prendre les armes contre l'occupant. Il ne faut pas oublier ça. Je ne dis pas ça pour faire plaisir à la droite, mais enfin, c'est pour être un petit peu juste quand même. Hein. Et en 94, Mitterrand vous demande de faire... Oui, alors là, j'étais encouragé par ces monuments-là. C'est une expérience qui était très intéressante. Et après, on a lancé un concours national en France pour faire les monuments sur la rafle du Veldiv. Ouais, en fait, c'est ça, mais en réalité, ça voulait englober contre les crimes racistes, etc. Je n'étais pas d'accord avec cette appellation, parce que je trouve qu'un arabe est autant sémite qu'un juif. Si ce n'est pas plus, mais en tout cas, autant. Puisque moi, je connais des juifs qui sont blonds aux yeux bleus, qui proviennent des femmes violées par des Cosaques ou par des Suédois en Russie là-bas. Alors, on a créé ce concours national. Il y avait donc beaucoup de gens de très grands talents. Je ne dis pas ça pour me hisser aussi haut qu'eux, mais des gens qui étaient très talentueux, qui ont présenté un concours. Il se trouve que c'est le mien qui a plu. Et qui a été donc choisi par Mitterrand lui-même. Je l'ai su après. Parce que lui voulait quand même savoir qu'est-ce qu'on va faire. Et j'ai eu la chance de faire ces monuments-là. C'est ma femme qui m'a poussé un tout petit peu à me présenter à ce concours, parce que son père a fait partie de la rafle du Veldiv, avec sa femme et ses deux enfants, en 42 ou 43 là-bas. Et la femme et ses deux enfants, du père de ma femme, et les enfants étaient gazés avec la mère. Et le père est revenu, après la guerre. Il s'est marié avec une juive d'Afrique du Nord, et donc il a eu 2 filles, Charlotte et Ghislaine, ma femme. Et elle était très proche de cette affaire du Veldiv. Donc elle m'a incité à faire ça, et je suis content d'avoir fait ce monument-là, parce que c'est le champ de signe de mon œuvre. À mon avis, après avoir fait ces monuments, je n'ai plus besoin de travailler. Je n'ai plus rien à prouver. Je travaille quand même. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne suis pas dans les affaires, et puis il faut manger, il faut faire marcher la boutique, comme on dit, payer les charges, la CSG et la TVA. Est-ce qu'on peut dire finalement que vous avez été sauvé par le dessin pendant la guerre et après la guerre? Toujours. Toujours. Oubliez pas une chose quand même, j'ai des chances. La promesse que j'avais faite à Buchenwald, il y a quand même une morale dans l'histoire. Je voudrais quand même que ceux qui m'écoutent voient un tout petit peu que quand on tient parole, quand
conscient de son rôle dans la vie, de ce qu'on doit faire. Il y a une raison qu'on a survécu. Ça, il faut que ça arrive à quelque chose. Sinon, quoi, on devient un déporté qui consomme et qui touche des pensions et qui vit avec et puis qui attend que ça se passe. C'est pas mon style puisque je suis autre chose. Je suis un artiste. Alors, après la guerre, 10 ans après, je me suis dit, il faut maintenant que je réalise un petit peu ces vœux, cette promesse de dessiner. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Des dessins, je vais faire. Ils sont dans mon carton. Alors, après. Alors, je suis retourné aux Beaux-Arts et j'ai appris la gravure, l'eau forte. Et j'ai fait une série d'eau forte d'après mes dessins que j'ai fait à la Libération. Et alors, ces eaux fortes-là, je les ai fait tirer par un imprimeur et je les ai offertes à tous les musées qui font poliment la demande. Il y a des musées qui ne sont pas polis, donc ils n'ont pas ces gravures-là. Mais je ne vais pas les vendre, je ne vais pas faire de l'argent avec la vie de mes parents et de mes proches. Et un jour, on vient me trouver à mon atelier, l'imprimeur Mourlot a été visité par un monsieur, un éditeur. Voilà, nous voulons éditer les œuvres complètes d'André Malraux. Ah oui, mais vous savez, on cherche un artiste qui n'est pas connu, Buffet, tout le monde connaît, tout ça, mais quelqu'un que ce soit en sorte une révélation. Alors Mourlot appelle son fils. Mon atelier était au 3e étage de la même maison, et c'était au rez-de-chaussée. Va chez Walter là-haut, avec monsieur. Et un type qui frappe à ma porte, hein, monsieur Jadot, Walter Spitzer. Connaissez-vous André Malraux, qui me demande comme ça? Ah oui, bien sûr. André Malraux était ministre de la Culture à ce moment-là. Je pense que je connaissais Malraux. Avez-vous déjà lu quelque chose des Malraux? Je dis, je bredouille comme ça, oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai lu la condition humaine, j'ai vu l'espoir. Ah bon, vous avez lu, déjà étonné, parce que peintre, c'est synonyme bête, quoi. Bon, c'est pas vrai. Alors j'ai donc lu Malraux, il m'a dit, ben voilà, il s'agit d'illustrer les œuvres complètes des Malraux. Je sens ça comme un coup de lapin derrière la nuque. Malraux, ministre de la Culture, je savais que Malraux, c'était une montagne, c'était l'Himalaya. Et illustrer ses œuvres, est-ce que je suis à la hauteur? Et il m'a dit, mais vous comprenez, il faut faire ça, c'est Mourlot qui m'envoie chez vous, il paraît que vous faites bien de la litho. Je dis, oui, de la litho c'est une chose, mais l'œuvre des Malraux c'est autre chose. Mais voilà, il faut faire un dossier, il faut que je montre au ministre ce que vous faites. Alors je réfléchis un petit moment, et je lui donne les 9 gravures sous l'écran, noir et blanc, de eau forte. Il regarde, il me dit, c'est magnifique, c'est sublime, mais c'est pas de la couleur. Je dis, vous en faites pas, Malraux il comprendra très bien. Bon, il prend les gravures, il s'en va. Au bout de quelques jours, il revient et dit, ben, vous savez, hein, vous avez raison. Quand j'ai montré plusieurs artistes, là, à Malraux, quand il a vu vos gravures, il a pointé le doigt dessus, il n'a pas dit autre chose, c'est lui, évidemment. Il n'a pas dit autre chose. Le doigt sur votre gravure, c'est lui, évidemment. Bon, et bon, il m'a trouvé prétentieux, que je pensais que les gravures, ça suffira. Après, il m'a dit ça, qu'il m'a trouvé un peu prétentieux. Mais enfin, ça marchait. Et la morale de l'histoire, c'est que, ayant tenu parole, j'ai fait les gravures. Les gravures, je les ai montrées à Malraux, qui a apprécié, qui m'a donné l'occasion d'illustrer les œuvres complètes romanesques de Malraux. Comme ça avait un très grand succès, j'ai illustré les œuvres complètes romanesques de Jean-Paul Sartre. Comme ça a eu du succès, j'ai illustré Monterland, Henri de Monterland, Kazantzakis, Kessel. Toute une carrière d'illustrateur extraordinaire, grâce à une petite promesse dite comme ça dans le vague, en pleine nuit, à Buchenwald. Mais ça me tenait à cœur, parce que je savais qu'on m'a sauvé la vie, qu'on a envoyé quelqu'un d'autre à ma place, qui a peut-être survécu, probablement pas. Mais ça, je trimballe depuis toujours. Cette promesse, c'était laquelle? De dessiner et de montrer. Dessiner et de montrer. Voilà. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai après transformé ça. Ça a pris une autre forme. J'ai pris conscience davantage, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que nous, quand on était là-bas, on ne savait pas qu'on a tué 6 millions de Juifs. On ne savait pas qu'on a tué 1,5 million d'enfants. On ne savait pas tout ça. Après la guerre, je ne savais pas, je ne voulais rien savoir. Il n'y a que 10 ans de ça, ou 15 ans, j'ai pris conscience. Il y a à peu près 15 ans, moi, oui, j'ai pris conscience, ou 20 ans. Et c'est là que je me suis dit, je vais redonner vie aux Juifs. Et ça m'a pas réussi beaucoup, parce que beaucoup de gens m'ont suspecté de draguer la clientèle juive avec des thèmes juifs. Alors que c'était pas ça du tout. Parce qu'avant de faire des sujets juifs, je gagnais énormément d'argent en faisant pas des sujets juifs avec un public français très large. Et qui n'est pas un public emmerdant, qui est plutôt un public éclairé.
Et puis je me suis mis à faire des juifs. Donc je me suis coupé d'une clientèle non juive pour ne pas récupérer une vraie clientèle, puisque la clientèle juive n'est pas forcément la meilleure du monde. Hein. Mais je voulais redonner vie aux juifs, ce qui fait que j'ai fait des milliers et des milliers, si on devait recenser à travers tous les tableaux que j'ai faits, pour redonner vie à une communauté disparue. J'ai montré des juifs dans toutes les situations, des fêtes, des tristesses, des joies, etc. Et si on devait les compter sur les tableaux où ils sont, ça fait des milliers de gens auxquels je donné vie. Voilà, c'est comme ça que j'ai transformé après la déportation. C'était la suite logique, si vous voulez. On a tué des gens, donc je les redonne vie, puisque je suis peintre, je peux le faire. Et est-ce que vous pensez que l'antisémitisme qu'on vit actuellement a quelque chose à voir avec celui qui a eu, enfin, celui qu'on a subi pendant la guerre? Je sais pas, je crois que l'antisémitisme, d'après ce que j'observais, parce que je suis quelqu'un qui s'intéresse, qui lit, qui regarde, je vois la télé, j'écoute la radio, je vois les journaux, il y a l'antisémitisme classique qu'on appelle des droites extrême droite, c'est les fonds de commerce d'extrême droite, un des fonds de commerce. Mais j'ai toujours dit, méfiez-vous de cette parti pris, de tout mettre sur le doigt Le Pen, qui n'est pour moi pas un monsieur sympathique. Je trouve qu'il sort des choses qui sont débiles, quoi. Mais ne vous focalisez pas là-dessus, c'est pas le plus grand danger. Et je l'ai dit toujours, et je dis encore maintenant, le plus grand danger vient d'ailleurs, d'une certaine extrême gauche, qui est instrumentalisée et qui ment aux gens, et qui est sympathique, parce qu'il y a l'antisémitisme sympathique, sympa. Anti-israélisme sympa, anti-charonisme sympa, ça fait l'unité. Et donc, il y a les Arabes qui sont manipulés, l'immigration du Maghreb, tout ça, ou même les Noirs qui sont manipulés, on sait d'où. Et ça, c'est un antisémitisme, anti-judaïsme, je dirais même, parce que je trouve que je ne suis pas. Un Arabe que je rencontre n'est pas plus ou moins sémite que moi. Si je dois être sémite, moi. Donc, c'est anti-judaïsme est beaucoup plus dangereux. Il est beaucoup plus agissant, beaucoup plus dangereux, mais c'est là où je mets en garde tous ceux qui m'entendent, tous ceux qui m'écoutent. Je regarde bien l'objectif pour que vous me voyez. Ça ne concerne pas que les Juifs. En 1940, tout le monde pensait, Marafte du Vélif, ça concerne que les Juifs. À Buchenwald, j'ai vu des résistants, des Français, même des gens qui se sont fait déporter parce qu'ils avaient 6 œufs au marché noir. Et on a tué beaucoup de Français dans les camps et dans les prisons et partout ailleurs. Les mémoriaux qui est à Lyon et à Caen et partout ailleurs en attestent. Les Français ont payé un lourd tribut aussi. Et ce qui se prépare concerne autant les Français que les Juifs. Qu'on se mette ça bien dans la tête. Je crois qu'après ça, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Any question? Pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps pour écrire vos souvenirs, vos mémoires? D'abord, une question de maturité. Ensuite, j'avais pas envie. J'avais autre chose à faire. J'avais beaucoup de choses à faire. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y a des copains qui ont écrit, notamment mon copain Coco. Il a écrit des choses qui sont pas tout à fait, qui collent pas tout à fait à la réalité. C'était un aiguillon. Et puis je me suis excité là-dessus. D'abord, je voulais écrire pour mes enfants, et puis après, j'ai pris goût à l'écriture. Faut pas oublier, quand on a illustré les plus grands écrivains contemporains du XXe siècle, c'est pas simple. On en requiert quelque chose, c'est pas innocent. Donc l'écriture m'intéresse. La belle écriture, les phrases, le ciselage d'une phrase m'intéresse, peaufiner un texte. Et j'ai pris goût. Et donc je me suis lancé dans un truc comme un scénario. Ça commence, ça baigne, c'est merveilleux. Et puis ça va aux abysses les plus profondes. Et puis ça remonte, puis c'est le renouveau et c'est la vie à nouveau. Vous voyez, c'est une courbe comme ça. Mais c'est pas une fiction. Et c'est pas une fiction. Merci. Voilà. Oui. Allez. Tournez-le. Alors, vous posez la question, alors. Voilà le livre. Ça y est, ça tourne. Voilà le livre. Ce livre raconte tout ça. Ça s'arrête à l'âge de 18 ans quand je suis arrivé à Paris. Avec un épilogue qui raconte un tout petit peu tout. Mais voilà, et puis il y a un cahier de photos et de dessins à l'intérieur.
voilà, qui montre un petit peu. C'est pour ceux qui se procureront ces livres-là, ils verront les dessins que j'ai fait là-bas. Puis il y a les paroles de mes parents. Bon, ça donne une idée à peu près beaucoup plus développée de tout ce que vous avez entendu, évidemment, puisqu'il y a 200 et quelques pages. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.